Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apicast, le rendez-vous des passionnés de technologie Apple. C'est Mickaël, votre formateur et votre hôte. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer et d'échanger avec Florent Morin, ingénieur, qui va nous parler de son expérience de Symbian OS à Vision OS. Florent, comment ça va? Salut Mickaël. Salut Florent. Déjà, merci. Je tenais à te remercier pour ta présence pour cette émission. On va revenir bien sûr sur ton parcours, donc plus d'une décennie d'expérience. Donc tu vas nous parler de ce que tu faisais, bien sûr, avant iOS et ce que tu fais aujourd'hui. On a beaucoup de choses à voir, surtout que le sujet, comme tu le sais, le 2 février dernier, Apple a lancé donc Vision Pro officiellement. Donc aujourd'hui, il y a plus trop de entre guillemets de secrets, mais c'est toi qui va nous le dire. C'est un super projet et ce qui sera super intéressant de partager avec toi, c'est que tu as fait aussi partie des premières personnes, je veux dire au monde à l'avoir testé. Donc je pense que c'est un privilège qui était énorme. Mais avant, bien sûr de d'arriver dans le futur, on va prendre bien sûr tout le temps. Comme ça, je vais te poser aussi des questions sur ton expérience sur le projet Vision. On va revenir déjà à Florent. Déjà, qui es-tu et parle-nous de ton parcours. Écoute, Mickaël, déjà merci beaucoup de m'avoir invité. C'est super, c'est toujours super de pouvoir échanger un peu, de partager mon expérience. Alors d'où je viens, en fait j'ai grandi dans la campagne en Deux-Sèvres et rapidement je me suis intéressé à l'informatique, comme beaucoup qui ont suivi le parcours de développeur. J'ai bricolé pas mal de choses au début avec Linux. Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était assez fastidieux de se connecter avec des vieux modems 56K, donc Linux marchait bien pour ça. Ça permettait d'avoir une bonne expérience. Et petit à petit, quand tu es dans Linux, tu commences à arriver très vite dans le code, à avoir une passion du code. De fil en aiguille, j'étais développeur Linux. J'ai même contribué au noyau. Et après, j'ai fait du Symbian OS sur Nokia. Donc pour les plus vieux qui s'en rappellent encore, Nokia c'était le gros leader avec BlackBerry C'est clair. au début des années 2000. C'était la folie. Hein. Et on n'imaginait pas qu'il y ait un autre acteur en fait. Ah bah c'est sûr. Et donc on pouvait développer sur N95, le téléphone que tout le monde avait, avec Symbian OS qui proposait un SDK. Je crois que c'était en C++ et en Java. Et moi, j'utilisais Qt pour les interfaces graphiques, et c'était vraiment un truc de dingue, quoi. Et sauf qu'en fait, on n'avait pas d'App Store à l'époque, donc c'était un peu galère en fait pour diffuser nos applis. Et puis voilà, quoi. Donc du coup, on attendait vraiment l'App Store, et Apple a sorti l'iPhone. Ça commençait à devenir assez excitant. Moi, je savais que c'était une base Unix, donc j'étais un peu chez moi, on va dire. Ouais, ouais. Et et c'est ça qui est fou en fait. Après, donc t'avais on a commencé à bricoler, je me rappelle, il y avait des SDK non officiels qui étaient un peu acquis sur les bords, et je me rappelle en avoir récupéré et m'être mis à l'objectif C pour découvrir, parce que j'avais un background en C. Et toi, de fil en aiguille, j'ai commencé à mettre ça en place, et juste après, en fait, est arrivé le SDK, le iPhone SDK à l'époque, et puis ben, je me suis lancé immédiatement, et c'est là que j'ai commencé mon parcours dans le développement avec les technologies Apple. Et après, si tu veux, donc comment ça s'est passé? Ouais, j'ai d'abord commencé, donc je me suis lancé en freelance. J'ai commencé quelques missions. C'était assez fastidieux au début en fait. J'ai commencé à faire quelques missions où où ceux qui pouvaient me prenaient parce que tout le monde n'avait pas d'iPhone. On s'imaginait pas que quelqu'un allait acheter un téléphone à 500 euros. Tu disais ça, mais c'était complètement dingue. Tu passais pour un fou si tu disais, je vais aller sur l'App Store, je vais faire un business avec l'iPhone. On on n'y croyait pas, quoi. Et en fait, petit à petit, donc, en fait, j'ai alterné avec des missions sur des technologies où j'étais à l'aise, qui me permettaient d'aller assez vite, tout en travaillant sur l'iPhone SDK. Et progressivement, je me suis spécialisé pour arriver à 100% sur le SDK iPhone. Et j'ai fait ça en freelance pendant 15 ans. Et du coup, j'ai eu de belles success stories. Une des premières applis que j'ai faites a été première sur le store. C'était une histoire assez dingue aussi.
Ah ouais, Voilà, et pourtant faudra que j'étais tu nous racontes. assez junior et ouais, ouais, c'était assez fou. D'ailleurs, je peux raconter l'anecdote. C'était pour Ouais, vas-y. une radio française. D'ailleurs, ouais, on va dire une radio française en fait. Je sais pas s'ils veulent que je parle d'eux, donc. Le truc, c'est que déjà, il m'avait pris, mais je sentais bien que c'était parce que j'étais un peu un des rares devs iPhone OS disponibles sur le marché. C'est clair. Donc bon, c'était un peu au forceps pour eux, mais bon, je me dis allez, on y va quand même. On commence le truc et évidemment, je suppose que tu t'en rappelles, Michael, on avait quand même une pression de dingue parce que on avait ce nouveau SDK, une nouvelle expérience utilisateur et la validation a duré mais des semaines Ah, et ça on n'allait durait pas comme ça sur l'App Store. quasiment. Moi, je me rappelle, des fois, ça pouvait durer jusqu'à 2 semaines, hein, lorsque t'envoyais, Ah quand ouais, t'envoyais ton app sur le store, ouais. ouais, c'était assez ouf et du coup j'ai fait donc je me mettais bien la pression, fallait avoir des bonnes guidelines, fallait en plus avoir la marque de la radio et tout. Et je me suis dit donc le public était majoritairement parisien parce que tout le monde n'avait pas d'iPhone, donc c'était plutôt sur Paris en fait qu'il y avait des iPhones à l'époque. Et je me suis dit pour le public parisien en fait, quand est-ce que tu écoutes la radio en live? Quand tu te promènes évidemment dans la rue avec ton casque filaire et dans le métro. J'ai demandé du coup à mes clients parisiens d'aller dans le métro, la plus longue ligne de métro, et de tester dans le métro, et il fallait pas que ça coupe. Et donc, vu que j'avais bricolé un peu pendant mes études l'aspect streaming audio et tout, je connaissais un peu le sujet, donc je travaillais avec les équipes qui étaient sur le streaming, et je leur demandais d'ajuster le streaming en direct. Moi, je devais faire du streaming ajusté aussi en temps réel, un peu à la main de mon côté, et c'était hyper compliqué, j'avais galéré comme pas permis, Ah ouais. mais je voulais pas que ça coupe. Et à la fin, mes clients, ils voulaient plus me voir, ils ont dit, mais arrête de nous imposer ça, quoi, t'es un dingue. Et j'ai quand même persisté parce que je me suis dit, c'est quand même hyper important qu'il y ait une bonne expérience pour l'utilisateur. Et à la fin, on était épuisés, mais on avait quelque chose qui fonctionnait partout, qui rendait bien le service. Et voilà, on a lancé la version. Moi, je voulais plus entendre parler d'iPhone ni rien. J'étais rincé, je voulais plus entendre quoi que ce soit. Et puis c'est là en fait que qu'Apple a appelé pour me féliciter. Ils n'ont pas été chiens. Hein. C'est l'agence qui m'a fait travailler a bien dit que c'était moi qui avais fait le boulot en disant bah ouais félicitations, vous êtes premier sur l'App Store. J'étais assez surpris. Hein. Ils ont dit en fait ce qui plaît à tout le monde, c'est que ça marche dans le métro. Et du coup, pour cette radio, ils ont gagné des parts d'audience parce que des gens qui écoutaient pas cette radio se sont mis à l'écouter juste parce que c'était la seule radio que tu pouvais écouter dans le métro. Un truc de ouf. Et ce que tu dis, on revient à ce qu'on appelle à l'expérience utilisateur, parce que à cette époque-là, le mobile, il amène enfin, iOS ramène des nouvelles possibilités qu'on n'avait pas encore jusque-là, même si aujourd'hui, bon là, on va se dire que ça paraît normal en 2024, mais déjà à l'époque, c'est déjà assez exceptionnel. Moi, je trouve, hein, comme expérience, c'est ce qui m'a fait aimer, hein, d'ailleurs, le développement d'applications. Et j'avais justement une petite question pour toi. Est-ce que, tu sais, à cette époque-là, bon, iOS n'était pas encore la version qu'on a aujourd'hui. Est-ce que tu t'es intéressé au jailbreak? Tu sais, à l'époque, tu avais beaucoup de téléphones jailbreakés Ouais. pour justement compenser ben, peut-être des manques ou des choses que les utilisateurs voulaient. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà intéressé? T'es déjà rentré un peu dedans? Alors j'ai essayé comme ça, histoire de voir, mais en fait, je voyais pas trop l'intérêt au final. Parce que souvent, tu avais des applications, l'interface était globalement bien pétée, et le fait d'aller taper les API privés, t'avais pas des résultats hyper fiables, je trouvais. Je Ouais, préfère à ouais. la limite avoir un plus petit périmètre, mais pouvoir faire travailler mon imagination pour faire mieux avec ce que j'ai dans les mains, qui est le plus fiable possible. Et comme ça, ça me suffisait en fait. Ça m'a toujours suffi, euh, même si euh, même s'il y a des choses qui sont arrivées par la suite. Je trouve que les voix officielles étaient assez sympas et ce qu'Apple nous avait mis à disposition était suffisant pour moi en fait.
Et je te posais cette question parce que je sais que beaucoup se sont intéressés, tu vois, j'en connais qui sont intéressés au développement iOS. Quand justement on pouvait faire des choses à côté, et comme tu parlais de l'expérience que tu avais en C, Linux, et donc c'est pour ça que je te posais cette question, savoir si c'était quelque chose voilà qui t'avait, c'était plus de la Ouais. curiosité ou c'est vraiment tu te dis vas-y je vais faire Non, une en fait, application sur Cydia. ouais, ouais, mais en fait, tu vois, sur Symbian et tout, tu pouvais faire plein de choses, mais c'était pas la qualité du SDK iPhone, quoi, ça c'est clair. Et du coup, tu galérais beaucoup plus pour avoir quelque chose de fonctionnel. Tandis que sur iPhone, bon, bah, ça passait crème, quoi. Et par contre, j'ai pu tirer moi, toute l'expérience que j'avais en C, surtout au début, parce que quand tu faisais tes thread POSIX à la main, c'était quelque chose. Au début, on n'avait pas grande centrale dispatch et tout. Pareil, pour optimiser la consommation mémoire, je me rappelle, je crois que la mémoire maximum utilisable, ça devait être 40 ou 60 mégaoctets, un truc comme ça. C'était assez dingue, en fait. La limitation mémoire, les animations et tout, fallait pas se planter. Au début, de toute façon, on n'avait qu'un cœur, donc on pouvait pas faire les fous. Et c'est là où, en fait, l'expérience de Unix, de Linux m'a vraiment aidé. L'expérience sur Symbian. Euh, j'avais bricolé aussi un truc qui s'appelait BusyBox, qui tenait sur 2 mégas, et du coup, ça m'avait vraiment... c'est un système qui tenait sur 2 mégaoctets. Ça m'avait appris à optimiser mon système. J'avais aussi créé par le passé un système Linux qui fonctionnait en RAM. Et là aussi, ça oblige à optimiser à fond, à bien connaître les process et le moindre octet en fait était sacré. Le moindre octet en mémoire. Aujourd'hui, on a des gigas et des gigaoctets de mémoire, mais c'était pas le cas à Ouais, l'époque. c'est Ouais, c'était assez dingue ça, cette histoire de. Je me rappelle même, tu vois, là on va parler un peu de réalité augmentée avec le Vision Pro et tout ça, mais je crois que les tout débuts de réalité augmentée, c'était déjà avec l'iPhone 3G. On faisait des trucs où oui, 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 oui. tu pouvais, Je tu me pouvais interposer souviens. des éléments comme ça, mais c'était dingue comment on faisait ça. C'était MacGyver, quoi. Les mecs qui faisaient de la réalité augmentée, c'était MacGyver, c'est ça. Et Et tu mettais au début, t'avais pas de puissance, donc les seuls repères que t'avais, les seuls repères visuels, évidemment, l'iPhone n'était pas capable d'analyser en temps réel l'environnement. Donc je me rappelle, on mettait un QR code, c'est ce qui est le plus facile à analyser. Au début, on utilisait des API qui venaient de chez Intel, qui étaient portés du C vers ARM, et on les utilisait pour reconnaître les QR codes, et on superposait des visuels comme ça, qui faisaient l'illusion de la réalité augmentée. C'était au début des années 2010, quelque chose comme ça. et, Et c'est vrai que quand j'y repense, on a quand même pas mal galéré, et finalement, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, hein, avec VisionOS. Et et, c'est un peu l'histoire qui se répète. tu sais quoi, en plus, ça va être une bonne transition, parce on va prendre le temps, bien sûr, de parler de Vision OS, de ton parcours. Donc, pour les auditeurs, donc voilà, j'avais dit en introduction, donc voilà, Florent, c'est bien un vétéran. Donc, voilà, l'expérience que tu as eue justement grâce à tes compétences hein, avec Linux, je pense aussi t'ont permis d'être à cette époque-là, même si, on va dire, on est un peu junior, hein, toujours quand on commence sur la plateforme, mais t'ont permis de très très vite de t'approprier aussi la plateforme iOS, parce que tu te rappelles en Objective-C, on avait quand même un regard qui était beaucoup plus précis sur tu sais, les fuites mémoire, Ouais, sur les performances, sur tu sais, les applications, elles pouvaient cracher très vite si tu faisais pas attention, sachant qu'on avait moins de capacité mémoire. Et Swift est arrivé bien plus tard. Hein. Mais je pense ah oui. que ce que tu disais, je reviens sur l'expérience de réalité augmentée. Moi, je me rappelle d'une application en 2011-2012 où on pouvait voir des appartements. En fait, tu sais, avec la caméra, tu pouvais afficher des informations ouais, en réalité, je sais pas, c'est réalité augmentée, oui, c'est ça. Réalité augmentée. Et moi, je trouvais que c'était déjà ouf, mais je trouvais que c'était un peu en avance pour son temps. Je voulais avoir ton avis sur ça. Ouais. Est-ce que pour toi, c'était le cas? Bah, en fait, ce qu'il y avait, le gros pépin avec la réalité augmentée, c'est que
déjà, ça nécessitait de la puissance, donc vite fait, l'iPhone commençait à te brûler les mains parce qu'il chauffait à fond. Et ça a toujours été, avec le smartphone, une expérience limitée dans le temps parce que tu as toujours le bras qui est levé. Et c'est assez fatigant, en fait. Et donc, tu pouvais proposer que des expériences de courte durée. Ouais, ouais, Et, ouais. et c'est vrai que après les expériences, je me rappelle, il y avait deux types de réalité augmentée, de grands types, on va dire. C'était avec les repères que tu pouvais poser dans ton espace comme ça, avec un repère visuel, ou avec le comment ça s'appelle, avec le GPS et l'accéléromètre et tout ça. Et ce qui fait que et la boussole, voilà. Et en Et la fait, en boussole. fonction de là où tu regardais, tu pouvais voir et tu affichais un visuel plus ou moins petit en fonction de la distance. Et ça, c'était assez cool aussi. Et déjà, on s'imaginait un futur où on pouvait mettre des repères visuels autour de soi. Finalement, ça c'est pas allé hyper loin. On a eu quelques expériences assez sympas, mais c'était plutôt gadget. Euh, voilà. Après, finalement, je trouve que pendant quand on a commencé à avoir AirKit, là, ça commençait à se solidifier côté Apple. Ouais. Et finalement, moi, je me rappelle chaque année, je faisais pas, j'ai jamais fait de réalité augmentée à temps plein, on va dire, mais chaque année, je regardais ce que faisait AirKit, je me disais, mais c'est dingue, c'est dingue. Après est arrivé CoreML qui est venu renforcer le truc en analysant en temps réel. Après, tu as eu le LiDAR qui pouvait scanner ton environnement vraiment de L'espace, manière ouais. précise. Et ça, c'était fou. Et Apple a posé ses petits dés, ses petits pions partout, là, avançait dans sa stratégie. Ça, c'était assez dingue et finalement vraiment passionnant. Je me rappelle aussi d'une expérience que j'ai mis d'ailleurs sur mon YouTube. La vidéo, elle a 8 ans et j'avais fait un truc assez drôle. Je voyais un peu, tu vois, la réalité mixte et tout ça. Et j'avais pris un casque Omido. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Omido, c'était un casque qui peut-être qui existe toujours, qui ressemble à un casque de type Quest ou quoi. Sauf que t'as juste quelque chose devant, t'as une glissière pour mettre ton smartphone. Et en fait, l'idée c'était de couper ton iPhone en deux parties, l'écran de l'iPhone en deux parties, pour avoir œil gauche, œil droit. C'est le Ah, je me principe des rappelle. cardboards. Je me rappelle. Et tu mettais ça et tu voyais, tu pouvais déjà faire de la réalité virtuelle, c'est-à-dire que tu avais l'impression d'être dans un environnement purement virtuel, comme si tu te télétransportais ailleurs. Et aussi avec la caméra, là où c'était malin, c'est que tu pouvais utiliser la caméra de l'iPhone pour voir ton environnement, et de là, tu pouvais mettre de la réalité augmentée et ça te faisait de la réalité mixte. Et le truc était, donc j'avais commencé comme ça avec une astuce pour interagir, c'est que donc mon repère c'était toujours une feuille de papier avec un QR code parce que c'était ce que permettait mon iPhone. Je regardais ça. Non, je te dis une bêtise, c'était une photo. Déjà, il y avait du machine learning pour reconnaître tes photos. Donc ça Ouais. reconnaissait la photo, de là ça sortait un élément en 3D et et tu le regardais avec ton casque. Donc quelque part, tu avais un certain confort. Ça laguait à mort, c'était vraiment pas fluide, mais ça permettait d'avoir un premier pied dans le futur, tu vois. On commençait à s'imaginer des trucs. Et ce que j'avais fait, c'est que pour interagir, tu regardais un objet, donc il fallait que le centre de ton regard soit sur l'objet. T'attendais 3 secondes et ça déclenchait l'action. Et c'était un petit truc un peu ingénieux comme ça. Et donc tu avais juste à tourner la tête, tu regardais quelque chose tout droit, t'attends 3 secondes, ça active un bouton, tu regardes ailleurs, ça active un bouton et ainsi de suite. Et tu avais En un termes, premier niveau d'interaction qui était assez cool. ouais, Et en je me termes suis dit, mais d'expérience, attends, c'est top. ouais, c'était, franchement, c'était en 2015, pour cette époque-là, c'était assez génial, en fait. Et je me rappelle, j'avais un Leap Motion, donc je sais pas si tu vois ce que c'est un petit capteur qui fonctionne avec des infrarouges, qui détecte les mouvements de la main. Et c'était assez précis, en fait, ça détectait les doigts et tout, et ça pouvait retranscrire les datas en RAW, mais ça fonctionnait. Ok. Donc ce que j'avais fait un bricolage de fou. À l'époque, HTTP2 arrivait juste, et en fait, l'avantage du HTTP2, c'est que tu pouvais faire des serveurs avec une latence qui était minimum. En fait, pour nous, c'était du temps réel à l'époque,
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un serveur HTTP2 sur mon Mac qui communiquait avec un service, je crois que c'était en C, qui communiquait lui-même avec le capteur et qui permettait en fait de faire tout le calcul sur le Mac, du positionnement des mains. Et ce que j'avais fait pour que ce soit vraiment en face de l'utilisateur, j'avais pris la pâte à fixe. Donc la pâte à fixe, pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de pâte collante qui, Ouais. on s'en sert pour coller les posters ou les affiches dans la chambre. Et donc Ouais. j'utilisais ma pâte à fixe. Et avec ma pâte à fixe, j'avais collé le capteur sur mon casque. Et comme ça, quand mes mains étaient devant le casque, je pouvais interagir avec des objets virtuels parce que je détectais les mouvements et je savais dire à peu près où étaient mes mains. Ah, c'est Et malin ça. c'était assez astucieux et j'avais un câble qui allait sur le Mac faire les calculs et qui réagissait plus ou moins en temps réel avec ce fameux serveur. Voilà, c'était une des premières expériences de réalité augmentée assez folle qui voilà en 2015. Après, j'avais fait c'était en 2017 l'iPhone 10, je sais plus, je crois. Peu 2017, importe, ouais, de toute façon. on Et s'approche. en fait, j'avais un iPhone 10 et donc tu avais Face ID et tu pouvais reconnaître ton visage. Ouais. Et j'avais fait une animation dans un salon qui utilisait du coup la réalité augmentée avec le visage. Donc les personnes, leur visage était capté en temps réel et j'avais capté les mèches du visage que je ressortais sur un écran externe. Ça faisait une sorte de masque vert qui représentait le visage. Et à l'époque, c'était assez surprenant pour ceux qui passaient dans le salon de pouvoir se voir comme ça. Et pareil, j'avais synchronisé avec un serveur qui était lui-même relié à de l'IoT. Et en fait, quand tu souriais, ça mettait des emojis sourire ou, si tu faisais la tête, des Ouais. Ouais. emojis qui font la tête. Quand tu clignais d'un œil ou de l'autre, ça mettait l'emoji clin d'œil et je l'avais inversé pour faire œil gauche, œil droit. Et en parallèle, avec l'IoT, ça allumait ou ça éteignait des lumières dans ce fameux salon. Et en fait, plus tu souriais, je sais plus tu avais des lumières qui s'allumaient, moins tu souriais, moins ça s'allumait. Et t'avais cette transposition du visage en réalité augmentée qui faisait un effet assez chouette. Et c'était une de mes premières expériences avec du coup le lidar en facial. Puis après est arrivé le lidar en arrière-plan, la photogrammétrie et tout ça. Et c'était absolument dingue. C'est pareil, il y a 2 ans, quand Apple a permis de scanner des objets en 3D et les retrouver dans un modèle 3D comme ça que tu pouvais manipuler ensuite en C'est réalité avec Object augmentée avec Capture? une texture qui était réaliste. Comment? C'était avec Object Capture, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec objet de capture, ouais. Ah, Ce qui est fou comme c'était une techno, hein. API de dingue. Ouais, elle est folle C'était, cette technologie. ouais, je me C'est, rappelle, j'avais fait, pour MacG, j'avais fait un article là-dessus. Et pour l'article, j'avais bossé avec Michael de MacG. Et en fait, je m'étais amusé à prendre un objet, le mettre sur un tabouret, je crois bien. J'avais bricolé un truc pour que ça tourne doucement, pour qu'on ait une lumière. Donc j'avais mis ça dehors parce qu'il fallait une bonne lumière. Je l'avais mis sur une sorte de tapis tournant euh, pour que pour que ce soit assez constant comme image. Et le rendu était pas mal, quoi. Et c'est toujours ça, en fait. À chaque fois qu'on est un peu pionnier sur des sujets, on se met à bricoler. D'un seul coup, tu deviens MacGyver, quoi. T'es capable de faire tout avec n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui est devenu la réalité virtuelle, la réalité augmentée, euh, moi, je me souviens de toutes ces expériences-là que j'ai vécues. J'avais fait aussi, j'étais allé plusieurs fois au salon de Laval Virtual. Je sais pas si tu connais, Michael, Laval Virtual. non, je connais pas la Valve virtuelle. Et en fait, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. C'est un salon international de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle qui a Ah ouais? lieu à Laval, dans la toute petite ville de Laval. D'un seul coup, t'as la population qui explose pendant quelques jours, et t'as des gros acteurs Disney et tout qui viennent faire des présentations de leurs nouveautés. T'as des startups et tout qui viennent présenter leurs technos. Et j'avais vu des technos de dingue, mais au tout début, tu testais des trucs, tu testais ça toute la journée, et à la fin, t'étais malade. Parce que niveau motion sickness, c'était une horreur en fait. Et c'était aussi assez drôle parce que ouais, il y avait des expériences complètement dingues. Donc c'était assez chouette aussi. Et c'est fou de se dire que ces acteurs-là se sont rencontrés dans une aussi petite ville
Et il y en a certainement beaucoup qui ont été influencés par cet événement au niveau international. Et justement, par rapport à ce salon, du coup, j'imagine que tu fais des rencontres. Est-ce que du coup, tu as été approché, par exemple, par des grandes boîtes qui t'ont sollicité? Est-ce que tu t'avais mis en avant spécialement tes compétences? Parce que ce que je Non, vois, c'est j'étais allé en ouais, visiteur parce que en fait, la réalité augmentée jusqu'à cet été, je faisais vraiment plutôt à titre perso en mode loisir, on va dire. Et je voulais pas, j'avais pas la prétention d'avoir une expérience suffisante pour proposer ça. C'était un peu trop audacieux et le marché était pas hyper mature. Tout le monde était au balbutiement. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à se faire financer pour expérimenter, mais c'est finalement les grosses expériences, on n'a pas eu tant que ça. Il y a eu quelques jeux comme Pokémon Go ou ce genre de choses qui étaient ouais, ça a assez cartonné, hein. cool. Ça, Ouais, ça a bien cartonné, mais ouais, un mondial. après ça reste un peu l'exception qui confirme la règle. C'est, il y en a beaucoup qui ont essayé. Il y a quand même Foxar qui a bien marché, une belle boîte française. Foxar qui d'ailleurs a une application VisionOS. Ouais. Et c'est vrai que dans le monde d'éducation et tout ça, ils ont fait des belles choses. Voilà. Après, c'était hyper audacieux et bravo, bravo à eux, quoi. C'est clair que pour aller sur la réalité augmentée avant, avant le Vision Pro, c'était assez compliqué. Et justement, par rapport à ça, c'est comme bon, Apple, ils ont été assez précurseurs d'ailleurs ben, sur leur plateforme, sur l'évolution de toutes les technos, hein, de réalité augmentée, 3D, tu vois, il y a eu Reality Kit, il y a eu Vision S, bien sûr, on va en parler. Est-ce que, bah, parallèlement à ça, vu que tu avais déjà des premiers contacts avec Apple, est-ce que ça t'intéressait de bosser avec Apple sur des sujets? Est-ce que comment ça a été la communication avec Apple par rapport à ton parcours à ce moment-là? Parce que moi, à ce moment-là, Ouais. je suis que spectateur hein, de la réalité augmentée. Mais est-ce que t'as des contacts? Comment ça se passe? Bah, en fait, t'as toujours des contacts avec les développeurs dès lors que tu t'intéresses au sujet. Et je me rappelle, j'étais allé à la WWDC, je sais plus laquelle, donc à la conférence des développeurs. Et là-bas, Ouais. j'avais déjà rencontré en fait les équipes ARKit. D'ailleurs, je crois que moi j'étais allé en 2017. Non, c'était CoreML qui sortait juste, et on commençait à Caramel. synchroniser CoreML avec ARKit. C'était complètement dingue. Et évidemment, ça tissait des liens avec des personnes là-bas, aussi bien d'ailleurs chez Apple qu'à côté, parce que finalement, ça reste une communauté avant tout. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours gardé le contact par rapport à ça, mais pas plus que ça, quoi. C'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est resté un hobby jusqu'à cette époque, Ouais. jusqu'à récemment en fait. Et, mais c'est vrai que j'avais vu des trucs bluffants. Je me rappelle, à une des Dub, j'étais allé, on avait testé. À l'époque, il y avait un partenariat avec HTC pour pour la réalité virtuelle. Et déjà, j'avais trouvé qu'Apple avait compris un truc que les autres n'avaient pas compris, c'est que les pilotes graphiques, les pilotes du GPU du Mac étaient synchronisés avec les pilotes du hardware du HTC. Ce qui fait que ça Hmm. diminuait la latence. Et du coup, t'avais pas de motion sickness. Du moins, ça le limitait vachement. Et tout Xcode avait évolué pour pouvoir gérer l'aspect motion sickness, tout pour l'éviter, quoi, qu'il n'y ait pas de décalage quand tu bouges la tête, qu'il n'y ait pas de décalage au niveau de l'image et tout. Je pense qu'Apple a essuyé les plâtres avec HTC, mais J'imagine. ils avaient déjà en objectif de toute façon d'être autonomes, hein, c'est clair. Après, dès lors qu'il y a eu Apple Silicon aussi, ça a tout changé parce que d'un seul coup, ils étaient 100% maîtres à bord. Ah bah Et là, ils avaient c'est vrai que, 100% la maîtrise du hardware et du logiciel. Là, pour le coup, ben ils- c'est ça. Et ça change vraiment les choses parce que entre ça et la dernière grosse évolution hardware, c'était l'architecture du M1 avec la mémoire unifiée. On se rend pas compte, mais la mémoire unifiée donc en fait c'est le système qui permet de comment dire jusqu'à aujourd'hui pour ceux qui connaissent pas trop le procédé, jusqu'à aujourd'hui quand le GPU qui affiche à l'écran récupérait des données du CPU qui calculait, il y avait une copie.
une copie en RAM. Donc on Mm. prend une donnée, on la copie, on la refile à l'autre, ainsi de suite. Et quand il y a beaucoup d'allers-retours, c'est l'enfer. Et du coup, ça fait de la latence, ça peut créer du lag. Là, avec le M1, Apple s'est tout simplement inspiré du fonctionnement de notre cerveau, c'est-à-dire que tous les neurones, toutes les unités de calcul partagent le même emplacement mémoire. En termes d'ingénierie, ça doit être un truc de dingue, Ouais, j'imagine. mais c'est d'une efficacité redoutable. Et en ayant ça, déjà, Apple élimine 80% des problèmes. Et voilà, donc c'est absolument génial. Et c'est vrai que déjà, quand j'ai vu le M1, je me suis dit, oula, là, par rapport à la réalité augmentée, il y a encore une grosse brique qui est passée. Et Apple maîtrise vraiment son outil. Et tu parles des mains de M1, mais là on est au M3, on est au M3. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas on comprend. Là, Apple, ils ont carrément posé le cadre. Ils ont dit bon, maintenant ça c'est à nous, on fait ce qu'on veut et on va faire que avancer. Et je pense que ça se fout. J'ai pas testé, hein, parce qu'à chaque fois, tu sais, je sais pas pour toi, hein, quand on est aussi passionné par les techno Apple, on dit ouais, mais il y a quoi de plus dans le M3? Est-ce qu'il faut que je prenne celui-là, etc. Moi, je sais pas le quantifier. Hein. J'imagine que bien sûr, c'est plus puissant que celui d'avant. Est-ce que c'est quoi ouais, ta sensibilité par rapport à ça? Je sais pas si tu l'as testé d'ailleurs le dernier. Non, je l'ai pas testé. J'ai testé le M2, mais qui était un certain boost. Après, moi, ce que je vois, en fait, le, j'y pense par rapport au deuxième chantier d'Apple, enfin, au deuxième. Depuis le M1, on va dire, si on veut faire une chronologie, on va dire le nouveau chantier d'Apple, qui est l'intelligence artificielle, où là, ils sont en train de mettre une raclée mais à tout le monde et personne ne le voit venir. Alors, Ouais, c'est complètement un autre sujet, hein. Ça pourrait faire partie ouais, c'est d'un très épisode à part intéressant, entière. très intéressant Mais comme je sujet. pense qu'on pourra en reparler après la Dub de cette année. Mais c'est clair que quand tu as 2,2 milliards d'appareils qui ont un réseau de neurones sur puce et que tu boostes à fond tes puces Mac qui sont aujourd'hui... Moi, j'ai fait des expérimentations, tu vois, avec le modèle français Mistral qui fonctionne offline, qui est aussi puissant Ouais. qu'un ChatGPT. Et ça marche sur mon Mac. Je me dis, ok, là, ça claque. Et je peux te Ouais. dire que du jour où tu auras un ChatGPT, peut-être pas cette année, ou peut-être que ce sera intégré à Siri, ou je sais pas comment ça va se faire, mais ça va se faire. Du jour où Apple va sortir l'artillerie lourde et dira, ok, t'as ton ChatGPT perso, qui est intégré à ton iPhone, t'as rien installé, t'as pas d'abonnement, ou alors c'est un abonnement iCloud, pour avoir par exemple un niveau supérieur, ce sera difficile pour la concurrence de rattraper parce que tout le parc est installé. Et j'ai regardé l'optimisation des transformers qui permettent de faire l'équivalent de ChatGPT. Donc avec les LLM, Ouais. je crois que c'était il y a 3 ans peut-être, il y a 3 ans. Et en 3 ans, une puce fait déjà la majorité du parc. Donc de gérer les transformers à une vitesse de dingue et donc d'avoir du ChatGPT embarqué à l'aise. Et ça, c'est un truc de ouf. Mais bon, je dévie au niveau du sujet, Alors, mais eh ben, moi, je vais dévier encore plus. Donc, pour remettre ça, on est bien en 2024. Donc, si vous écoutez cet épisode en 2030, voilà, vous direz que bah, Florent Morin, il avait raison, il avait tout vu. Mais non, mais ce que tu dis, c'est complètement fou. Mais ça pourrait être, bien sûr, ça peut être un sujet, mais les possibilités de demain avec déjà ce qu'on peut déjà faire avec l'IA aujourd'hui, c'est déjà ultra bluffant. Parce que je sais pas si on peut parler d'air, mais je pense qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de changer, ça c'est sûr. Et je pense que quand Apple, même les géants, mais quand Apple va s'y mettre, je pense que on va devoir redistribuer les cartes. Hein. Alors moi, je vois ça comme ça. Donc, je vous rassure, on est bien en ouais. 2024 au moment de l'enregistrement. Je suis en Martinique aussi. Donc voilà, ça se voit pas, mais non, non, en tout cas, c'est vraiment un sujet qui va être super intéressant à aborder et peut-être que je pourrais lancer une discussion ouverte hein, sur ça. Donc voilà, le futur, comment vous voyez le futur. Le futur. Voilà, en tout cas, c'est complètement ouf, complètement fou. Ouf, là, tu m'as mis une claque là. Mais Ah ouais, tu as mis une après grosse claque. pour les plus
Je vais pas y arriver. Pour les plus curieux, il suffit de regarder un peu ce que fait Apple en open source, plus ce qu'ils font sur ils ont un site officiel de recherche. En fait, tous leurs chercheurs font des publications par rapport au machine learning, et il y a des trucs de tarés qui sortent. Là, par exemple, récemment, ils ont sorti une publication sur j'utilise un LLM, donc on va dire un chat GPT, Un pour modèle. me générer une animation. Voilà, ça te génère une animation comme ça. Tu dis, bah, tiens, fais-moi une animation avec ceci, cela, et ça te génère une belle animation. Imagine ça demain dans Keynote, c'est un truc de ouf, quoi. Et c'est, enfin, c'est, ouais. Donc, ils ont plein de sujets, ils ont posé plein de pions. Et vraiment, si vous vous intéressez à l'IA, bah, faut y aller, quoi. Faut regarder tout ce que fait Apple, et ben, les publications, c'est un truc de taré. Et s'ils vont jusqu'au bout, ça va être incroyable. Mais juste avant, on va parler Vision OS, hein, je sais que beaucoup vont attendre cette partie. Mais comme tu parlais d'IA, tu sais, alors on entend parler de Ferret Ouais. qui serait le prochain outil d'Apple, qui apparemment qui est open source. Est-ce que tu t'as testé pour voir ce que ça donne? Moi, j'ai pas du tout testé. Non, T'en non, penses non, quoi? j'ai pas pu tester. Non, là non, j'aurais bien voulu. J'ai pas pu tester, mais ça a l'air assez puissant. Et ça reste une brique parmi d'autres, parce que c'est un peu la spécialité d'Apple de dispatcher un peu toutes tes briques, puis après dire coucou, on a tout assemblé, on a fait un monstre qui va tout dégommer. Parce que quand tu regardes, en fait, il y a ça, il y a aussi les travaux sur l'optimisation de l'utilisation de la mémoire, c'est-à-dire que globalement sur un iPhone aujourd'hui, moi je fais fonctionner un Mistral sur iPhone, ça le secoue un peu, mais ça marche. Un Mistral qui va consommer quelques gigas. Par contre, Apple a réussi à réduire la consommation en la divisant, je crois, par 5, avec le procédé qui est utilisé par Mistral. Donc, tu auras un modèle qui fonctionne en local, qui consomme pas de mémoire, ça, check, c'est fait. Générer du contenu, c'est fait. Optimiser les transformers justement pour ça, pour que ça aille plus vite avec je sais plus comment ça s'appelle, les fonctions, je crois que c'est AMX, mais je suis pas certain du terme. Ouais. En tout cas, c'est intégré au processeur depuis quelques années maintenant, et ça accélère le traitement d'IA, et ça a été optimisé, il est en open source aussi. En fait, t'as énormément de sujets comme ça qui sortent les uns après les autres, et c'est un truc de dingue, quoi. T'as euh, T'as eu un procédé qui est sorti et qui a même été annoncé avant le Vision Pro. En gros, c'était dans un papier de recherche où en gros tu pars d'une photo et ça te représente en 3D. Ouais, c'est Donc tu as ouf. une photo de ton visage et boum, ça te sort en 3D, un peu comme les personas qu'on a aujourd'hui dans le Vision Pro. Ouais, Vision Pro. Ouais. T'imagines le truc, quoi. Donc Persona, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un avatar 3D en fait. Corrige-moi, hein, je l'ai pas testé un Vision Pro, Ouais, mais peut-être que tu peux me corriger. Mais je crois que c'est un avatar 3D qui est créé à partir du casque. Parce que dans le casque il y a différentes caméras. Et si c'est ça, hein, je me trompe pas. Hein. ouais, c'est ça, Je dis ouais. pas de bêtises. Ouais. Et qui donne un rendu que je trouve qui est assez pas mal, hein. C'est-à-dire que ça prend vraiment les expressions faciales, tu sais, quand tu bouges la tête, et je trouve que ça rend bien dans les exemples, hein, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, hein, comme tu as pu voir hein, sur Twitter, maintenant que le casque est sorti, on voit beaucoup de choses Ouais, qui, qui montrent des perspectives où là, je pense, moi au début, je vais pas te mentir, hein, sur Vision Pro, j'avais moi, comme beaucoup, hein, du mal à me projeter. Je me suis dit, bon, est-ce que je me vois marcher avec ça dans la rue? Est-ce que je vais l'utiliser dehors? Ou voilà, tu sais, plein de questions, mais parasites en vrai. Et je pense que ton regard sur ça, il va être super intéressant parce que moi, je regarde des vidéos, elles sont marrantes. Hein. T'as vu, c'est les gars qui marchent dans la rue, qui cliquent dans le vent là. Donc c'est marrant. ouais, Moi, je trouve ça marrant. Ça coûte cher pour être marrant, mais j'ai l'impression que même Apple a été un peu dépassé par le phénomène par rapport à ces gens qui font un peu, qu'on trouve dans des situations un peu rocambolesques. Et c'est vrai que moi, ça fait quelques temps maintenant que je travaille avec enfin, j'ai fait quelques labs et du coup, ça fait quelques temps que je travaille par rapport à VisionOS.
Et je m'attendais, mais pas du tout à ça, quoi. Quand Ah, on dit personne. Apple crée un ordinateur spatial, c'est pas un truc avec lequel tu te balades dans la rue. Et si, et si. Il y a toujours Ouais. des gens pour faire des choses incroyables Et, auxquelles on s'attend pas, quoi. et on s'attend pas. Et pareil, ben, le dire aussi, bon, c'est pas encore en France, mais il y avait une vidéo, je pense, qui paraît un peu dangereuse comme ça. C'était le gars qui a le Vision Pro et qui conduit sa Tesla et qui tape un peu n'importe où. Je me dis, bon, peut-être que, voilà, faire attention à certaines dérives, hein. Après, peut-être à la recherche du buzz, hein, tu vas me dire. Mais bon, Ouais, voilà, faut quand même, ouais, c'est borderline. voilà, il faut quand même se dire, à la base, ça n'a pas été créé pour ça a été créé comme un ordinateur. Ouais. Tu nous le partageras, mais voilà, je faisais cette petite parenthèse parce que c'est un peu l'actualité là, en ce moment. Et, euh, et par rapport à Vision OS, bah justement, alors si on retrace un peu ton parcours, hein, pour résumer, donc voilà, tu t'es Ouais. retrouvé déjà passionné et curieux, hein, parce que du coup, tu t'es mis déjà à la 3D, tu t'es intéressé à la réalité augmentée, et puis tu as pu voir aussi l'évolution, aussi de la direction dans laquelle Apple allait. Et finalement, on s'aperçoit que finalement, Vision Pro, c'était la somme de toutes ces technologies-là, parce que tu vois, entre SceneKit, AirKit, Reality Kit, Core ML et j'en passe, tout fusionné dans un produit. Alors au-delà du hardware, hein, qui est incroyable, à la fin ça donne quelque chose de fou. Ça donne vraiment quelque chose de fou. Et pour moi, et si je dis pas de bêtises, je crois qu'Apple bossait dessus, ça fait presque 10 ans, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, ça doit faire 7 ou 8 ans, ouais, je crois. Ouais, Et c'est ouais, et quand tu vois le résultat, tu dis, ok, bah, c'est logique. En fait, c'est un je peu tôt pour dis un produit grand public, mais c'est le bon moment, en fait. ouais, C'est ça c'est qui est fou. ça. C'est ça parce que tu vois, quand tu parles de ça, je reviens sur les Google Glass. Je crois que c'est 2016, 2017. Qui était Ouais. bah, en avance, si je peux le dire, sur son temps, mais qui n'a pas touché le. Alors, je sais pas s'il est trop tôt, si le marché était pas prêt, mais, Google, ils étaient quand même déjà assez avancés sur les projets Tango, tout ça. Déjà, est-ce que tu t'intéressais déjà à ça à cette époque-là? Oui, oui. Alors, en fait, si tu veux, si tu veux, je vais te faire un peu l'histoire jusqu'à ma découverte du Vision Pro. En fait, les quelques mois avant, évidemment, j'avais testé, j'ai eu le premier, tu vois, premier développeur kit de Oculus. J'ai testé les glaces, je les avais juste testé comme ça, mais une fois sur un salon. J'avais aussi testé les HoloLens. HoloLens qui est l'appareil. D'ailleurs, pour L'appareil, ouais. l'anecdote, on trouve que le Vision Pro coûte cher. HoloLens, c'est clairement plus cher. Et c'est Ah moins ouais. bien. Ouais, HoloLens, c'était entre 3 500 $ et 5 500 $, selon la gamme. Donc, pour un device pro, 3 500, c'est loin d'être délirant. J'ai vu d'autres appareils qui étaient dans cette gamme-là. On est un peu sur l'entrée de gamme de la gamme pro, on va dire. Et donc, je m'intéressais à tout ça. J'avais testé le Quest, mais franchement, le Quest, déjà la qualité est pas ouf. T'as cette espèce de, tu sais, t'as un espèce de grillage. Comment, comment un appareil, comment dire, quand t'as une innovation, elle doit pas être moins bien que ce que t'as avant. Et moi, sur mon écran d'ordi, j'ai pas de grillage, toi, quand je regarde. Je vois net. Euh, Ouais, c'est Même si le clair. Quest 3 est quand même vachement mieux pour ça, c'était pas ouf. Et même si je suis pas sensible au motion sickness, mais quand t'enlèves le Quest 3 après une demi-heure d'utilisation ou une heure, t'as cet effet un peu comme quand tu sors d'une salle de cinéma, tu vois, où t'es un peu ébloui, et t'es là, tu reprends un peu tes esprits, et t'es Mm. dans un état d'esprit un peu flottant pendant quelques minutes. Ça, c'était aussi assez problématique. Et surtout, en tant que développeur, bah, tu peux pas tout faire quoi avec le SDK du Quest. C'est quand même hyper limitatif. Tu peux pas envisager de faire quelque chose de vraiment professionnel. Euh, à la limite, toi, le HoloLens, faire quelque chose de professionnel avec des API plus riches. Là où le Quest est clairement orienté jeux vidéo et tout ça. Et t'es obligé de bricoler un peu Unity et ce genre de choses pour faire quelque chose de bien. Donc je surveille, je regarde ce qui se fait ici, je teste quand même, je teste les nouveaux modes d'interaction, mais je reste assez fidèle à Apple. Donc j'essaye plutôt de me projeter à ce moment-là
avec les possibilités d'ARKit, RealityKit, Core ML et compagnie, voir comment tout ça pourrait s'assembler. Euh, c'est pareil, il y avait eu Room, comment ça Ouais, s'appelait ça? Room quelque je me chose, quoi, rappelle. Ouais, je me qui rappelle. permet de scanner une pièce, des API qui permettent de scanner une pièce en 3D. Là, je me suis dit, ok, Apple fait pas ça pour rien, quoi. Et je voyais les petites briques qui s'assemblaient, et je commençais à imaginer le device idéal, parce qu'on avait déjà des rumeurs comme quoi Apple bossait sur ces sujets. Et en fait, à chaque fois, chaque année, j'attendais, quoi. J'attendais. Est-ce qu'ils vont l'annoncer? Est-ce qu'ils vont l'annoncer? Et il s'avère que C'était Room chaque Blanc. année, j'essaye d'aller à la WWDC, donc je m'inscris à la tombola et tout ça pour être tiré au sort. Et cette année, coup de bol, je suis tiré au sort, donc j'étais plutôt content de pouvoir y aller. Ah, c'est cool là-bas. Et tu dis ok. Et là, tu dis bon, ce qui sera encore plus génial, c'est qu'Apple annonce quelque chose dans la réalité augmentée. Et donc, j'y étais. Et en plus, j'avais rencontré quelqu'un là-bas avec qui j'avais beaucoup discuté de réalité augmentée. Et tu vois, on s'était mis ensemble, on attendait quoi. Et on assiste. Donc, on est à l'Apple Park. On assiste au keynote d'ouverture et tout ça. Et là, t'as le One More Thing. Bah, là, on sait déjà de quoi Tim Cook va parler. Et il s'est passé un truc, mais incroyable. C'était une C'est expérience assez unique parce qu'on était quand même pas mal à attendre quelque chose par rapport à la réalité augmentée et tout ça. Et au fur et à mesure des annonces, on disait, tiens, le Vision Pro, il permet de faire ça. Et nous, je me rappelle, j'étais avec mon pote à côté, on était là, ouais, c'est cool, ils ont fait ça. Et je voyais dans le public autour, ah, c'est cool, ils ont fait ça. Et ils ont fait ça aussi. Et ils ont fait ça. Ah, c'est cool. Et en fait, toi, tu coches tes cases, toi. C'est un peu, C'était juin c'est un peu la 2023, liste au c'est Père ça? Noël. Comment? C'était à quelle date Bah, l'événement c'est c'était quand ils l'ont juin annoncé, là, en 2023. 2023, ouais, juin 2023. Et, C'est et donc, on coche les cases, tu vois, et, on- et donc, on découvre ce Vision Pro qui est absolument fabuleux. Et sauf que c'était une liste au Père Noël, mais comme si le Père Noël t'avait donné beaucoup plus de cadeaux que ce que t'attendais. Et c'est ça qui est assez Ah, dingue, en j'aurais fait. aimé moi. Et donc, au début, tout le monde faisait, ouais, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et plus ça allait, moins il y avait de voix. Et plus on se regardait les uns les autres dans le blanc des yeux en se disant, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter de nous donner des bonnes nouvelles, quoi? Et, et, et là, et là, à ce moment-là, tu te dis, ok, maintenant, il faut que je le vois en vrai. Donc on fait des sessions, tout ça. Après on nous annonce qu'on a droit de voir en vrai, pas droit d'y toucher, mais on le voit juste. Il y en a quelques-uns qui ont pu l'essayer. J'en faisais pas partie, mais j'ai pu voir l'appareil comme ça devant moi. J'ai dit ok, c'est plus petit que ce que j'imaginais, et, euh, et tu sens que c'est solide, que ça va le faire. Et le lendemain, on avait droit à une session en fait au Developer Center pour monter en compétences. Donc du coup, on a profité un maximum des développeurs là-bas, des ingénieurs et des designers de chez Apple, pour monter en compétence sur le sujet, ce qui était assez ouf. J'ai vu la photo Donc justement je crois la salle elle est un peu blanche où tu étais à côté ouais, du Vision Pro. La photo elle est ouais, magnifique. Donc sur le LinkedIn de Florent Morin, je mettrai le lien dans la description. Mais en tout cas quand j'ai vu cette photo, moi je le vois d'un point de vue extérieur. Bon, comme beaucoup de développeurs, bah, j'ai suivi la keynote et je m'attendais. On s'attend toujours un petit peu à quelque chose. Alors je vais pas te dire que j'étais pas surpris, j'étais plutôt content d'ailleurs. ouais. Et je me suis dit, waouh, là, on est rentré dans quelque chose. Donc, au bout de combien de temps? Voilà, comment ça marche, Vision OS. On parlera de SwiftUI aussi un petit peu. Vision OS, comment ça va être perçu par les devs. Tu sais, j'ai eu une discussion. Je bossais pour un client du secteur du luxe qui commence par un Mhm. L et finit, voilà, par Louis. Euh, et on avait cette discussion. Et je me rappelle, on m'a dit, ouais, mais non, ça c'est voilà, c'est épisodique. Voilà, ils arrivaient pas à se projeter, mais beaucoup. Hein, après, je pense que ça peut être normal. Et maintenant que j'y pense, mais je me dis, mais attends, imagine, tu pourrais
participer à des salons, pas des salons, pardon, des défilés, par exemple, des défilés de mode, des expériences en réalité augmentée, ou même des produits, tu vois, que tu pourrais acheter, que tu pourrais poser sur ta table. Je vois toutes ces expériences, tu vois, liées au e-commerce, mais je me dis, mais ça Ouais. serait une folie de ne pas y aller, tu vois. Bah oui. Et parce que c'est vrai qu'au début, on se dit oui, qui va acheter ça, comment ça va être perçu, comment ça va être utilisé. Mais moi, j'ai vu des possibilités, mais je vais pas dire infinies, mais là, j'ai commencé à me dire, ah ok, là, ça devient sérieux. Ça devient très, 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 très sérieux, au-delà des annonces, hein. Et en tant que Ouais. développeur, c'est ultra excitant. Moi, j'essaie de me mettre à ta place. J'essaie de me mettre à ta place. Tu avais déjà touché un peu à la réalité augmentée, tous ces trucs-là, mais quand ça arrive, je me dis, tu dois être comme un fou. Bah, c'est ça. En fait, le truc le plus dingue, c'est le contrôle. C'est quand Apple a dit, on contrôle la navigation avec le regard. Et là, tu te dis, mais c'est des génies, les mecs. Et bien sûr. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a jusque-là, c'est, toi, je sais pas si c'est essayé le Quest, mais avoir les bras en l'air comme ça, comme un pantin, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est pas humain d'avoir les bras tout le temps en l'air. T'es pas fait pour fonctionner comme ça. Si tu veux travailler des heures et des heures, bah t'as les bras posés, tranquille. Et, euh, et le fait qu'Apple se dise, tiens, j'utilise le regard et juste les doigts, pas les mains, hein, juste les doigts pour interagir, C'est tu te dis, fou, mais ça, hein. ça y est, les mecs, ils ont tout compris, quoi. Et quand Apple a utilisé la terminologie d'ordinateur spatial, on n'est pas dans un outil qui est fait pour faire waouh. Toi, si tu regardes un peu toute la gamme des casques, les casques de réalité augmentée qu'on a aujourd'hui sur le marché, Ouais. t'as beaucoup de démos, tu vois beaucoup de démos un peu pétées là sur LinkedIn où les mecs ils essayent de faire des trucs qui clignotent dans tous les sens. Alors c'est un arbre de Noël, ça fait plein d'effets waouh, mais tu te projettes jamais, en, tu n'utilises pas ça au quotidien. Les petites applications qui font une démo comme ça, tu télécharges, tu dis ouais ok c'est rigolo et c'est tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'Oculus qui prennent la poussière dans les placards. Parce que ça t'amuse un moment, mais au bout d'un moment, bah, c'est juste un gadget. Et c'est là où la dimension d'ordinateur spatial est vraiment intelligente, parce que Apple n'a pas cette volonté de faire l'effet waouh. Bien sûr qu'ils le peuvent, parce que l'appareil est adapté à la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Mais c'est plutôt de se dire, c'est un ordinateur, je l'utilise pour l'informatique. Ouais, ouais. Apple fait des ordinateurs depuis plus de 40 ans, et ça, c'est vraiment une nouvelle génération d'ordinateurs que tu peux utiliser plusieurs heures par jour, et qui a pas les contraintes qui te donne pas plus de contraintes que ton ordinateur. Et c'est là que ton ordinateur actuel, je veux dire. Et c'est là où le sujet a été bien craqué, en fait. Et, quand Apple te dit, bon, ça marche comme ça, c'est pas fatigant ou quoi, que les ingénieurs te le disent, tu fais confiance, mais t'attends de voir en vrai. Et c'est au premier lab, en fait, où tu te dis, ok, c'est vrai. Et là, maintenant, vous pouvez aller voir n'importe, je pense que tout le monde a plus ou moins un copain qui a un Vision Pro pour le tester. Et donc moi je l'ai testé et je peux dire que je le mets, je l'utilise, et je peux l'utiliser des heures. J'ai fait des journées complètes avec pendant 8 heures, enfin, avec une petite pause déjeuner au milieu. Ça va quoi. Ouais. T'es là, tu fais tes trucs, tac tac tac. T'as aucune fatigue physique et même j'ai envie de dire, contrairement à un ordinateur classique, tu prends pas de position antalgique parce que t'es systématiquement plutôt droit quand tu le portes. Donc t'es là, tac tac tac, tu vas hyper vite. Et la sensation que t'as quand tu le testes la première fois, et ça ça m'a c'est vraiment ce qui m'a fait dire ok, là on passe dans un autre monde. C'est qu'au moment où tu te mets, déjà t'es dans tes habitudes. T'as l'habitude d'iOS, tu prends immédiatement en main visionOS. J'imagine, ouais. Et t'as un pauvre tuto de 2 minutes, tu testes le truc, tac tac, ok, ça t'explique, tu fais comme ça avec tes doigts et tout. Ok, tu sais exactement comment ça fonctionne. En 5 minutes, t'es dans ton appareil et, et en fait, tu regardes et tu cliques avec les mains. Au début, t'as le vieux réflexe de lever le bras comme avec un Oculus. Après, tu poses ta main. Après, t'essayes de faire le clown, de mettre ta main presque derrière toi
et ça marche toujours. Tu dis, ok, en fait, je peux me positionner comme je veux, du moment que je clique avec mes doigts, ça marche, et je regarde. Et plus tu l'utilises, plus tu passes du temps avec, tu dis, mais en fait, ce qu'a fait Apple, c'est mettre le logiciel dans ma tête, parce que tes sens sont perdus. Parce que y a pas de chemin plus court vers ton cerveau que le simple tapotement avec tes doigts et le regard. Et je te jure que tu as l'impression d'avoir une interface neuronale. T'es là, tac, tac, tu regardes partout, et t'interagis. En fait, ça va tellement vite pour ton cerveau, t'es tellement hyper efficace que tu dis, ok, en fait, le logiciel est dans ma tête. Il y a pas cette latence entre moi, un écran, etc. Et, euh, et, et la dimension spatiale de la chose, et ça, c'est venu un peu dans un second temps pour moi. Au début, je trouvais ça assez cool d'avoir mes fenêtres devant moi qui reprenaient un peu le multifenêtre de l'iPad, en fait. Donc, tu poses tes fenêtres un peu partout. C'est le premier réflexe que tu as. T'en prends une, tu l'accroches sur le mur derrière toi, et là, tu commences à te rendre compte que ça commence déjà à mémoriser tout ton environnement. Donc, t'en fous partout. Tu peux, si tu veux regarder, admettons, si tu es designer, je te donne un exemple concret. Tu es designer, tu veux comparer plusieurs designs, t'en poses 3-4 sur un mur, tu prends un peu de recul, tu les regardes et ok, tu compares. Comme si tu avais 3-4 écrans. Euh, Après, pour des métiers très spécifiques comme la banque, là c'est Bloomberg, tu vois, tu regardes Ouais. les actions, la bourse et tout ça, t'as plein de cas d'usage assez dingues en fait. T'es vraiment dans le futur, quoi. Et le deuxième truc que tu fais, et ça je suis tombé un peu par accident dessus, tu te rends compte qu'en fait, si tu regardes un élément, par exemple une photo, dans l'album photo, tu vas la prendre, tu vas pincer avec tes doigts et tu vas faire un drag and drop, tu la déplaces à côté de toi, et pouf, elle se met plein pot dans une fenêtre. Enfin, plein pot. Elle se met dans une fenêtre. Ouais, ouais. Tu regardes un document dans File, tu prends le document, tu le drag and drop à côté de toi et tu mets ton document. Et tu commences à avoir un paradigme où tu regardes ton interface et chaque portion de ton interface, tu dis, OK, si je veux du détail, je peux le mettre dans une fenêtre à part, à côté. La fenêtre actuelle, je la pousse un peu. Et vu que ça va très vite, de toute façon, c'est instantané, t'as pas d'effort physique à faire. Et là, tu commences à prendre la mesure du truc, quoi. T'es, j'ai envie de dire, Minority Report, ça fait vraiment le truc vieillot à côté. Parce que c'est 10 fois moins efficace. Et là, tu regardes ton environnement, et je me dis que visionOS va encore évoluer dans ce sens-là, mais tous tes éléments autour de toi, tu les drag and drop, tu les postes comme ça, un peu comme quand t'organises tes idées, tu dis, tiens, là, je pense à ça, tac, ça, je mets ça en haut à gauche, ça en haut à droite, ça, ok, ça, j'en ai pas besoin pour le moment, je pousse ma fenêtre derrière moi, j'en reprends une autre, et, et tu te retrouves dans un usage, en fait, hyper puissant, quoi. Et en fait, c'est comme ça que très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Moi, j'ai plusieurs entreprises qui avaient un besoin interne de ce genre d'outils. Ben, je te donne l'exemple c'est pas ce cas d'usage, mais je te donne l'exemple de Bloomberg. Tu vois, La bourse. t'as une personne qui a droit à 9 écrans, qui sont organisés exactement comme tu veux, que tu priorises en fonction de tes besoins à toi. Et ben, en entreprise, tu as une productivité de taré, quoi. Et là, du coup, tu relativises le coût et tu te rends compte du bénéfice réel. Et c'est finalement là que j'ai eu le plus de cas d'usage jusqu'ici. Toute la partie après, donc là j'ai eu quelques clients en entreprise. Là aujourd'hui, 100% de mes clients sont en mode confidentiel. J'en ai un nouveau là depuis peu. Je sais pas si c'est confidentiel, mais dans le doute, je préfère pas en parler. Ouais, ouais, non, pas de Toujours souci. est-il que j'ai eu ça, tout ce qui est loisirs et tout ça, et là aussi en fait ça prend une autre dimension. Et je pense que c'est vraiment les deux gros sujets qui vont faire tilt. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dénomination ordinateur spatial n'est pas anodine. C'est avant tout un ordinateur qui te rend productif. En tout cas, c'est l'objectif. Aujourd'hui, il répond à des besoins très précis, là où il y a une vraie douleur, on va dire. Mais demain, je pense que petit à petit, tu vois, d'ici 3-4 ans, c'est comme ça que je perçois, Apple va incrémenter les possibilités pour s'étendre à de plus en plus de métiers. Donc c'est normal, hein, parce que euh, si Apple s'était amusé à sortir tout pour tout le monde, il y aurait forcément eu des ratés. Et on connaît Apple, c'est pas leur style
de te donner un truc et de le reprendre ensuite. Ils Non. préfèrent donner petit, améliorer, et après, une fois que c'est solide, on met d'autres briques à côté, une autre brique à côté, et ça Ah reste oui, pendant des siècles. ça a toujours été C'est, la philosophie de ouais. l'itération avec Apple, hein. C'est-à-dire que on fait et en plus on fait bien, même si on n'en fait pas beaucoup. On montre, on prend des feedbacks, on améliore. C'est tout le processus de la création de l'iPhone, hein. Quand tu prends du premier jusqu'à aujourd'hui, Eh ben, ça, c'est exactement ça, ouais. tous les Et produits c'est même. vrai que là, aujourd'hui, on est vraiment au balbutiement et c'est absolument incroyable de voir. Déjà, alors qu'on est au balbutiement, l'outil est déjà hyper solide. Et ça, c'est cool. Et tu peux faire pas mal de choses. Moi, j'ai monté 3-4 applications déjà. Et, euh, et par contre, faut encore une certaine expérience parce que si on parle un peu technique, on s'appuie beaucoup sur SwiftUI pour tout le socle d'interface, c'est du SwiftUI avec du UIKit, un peu. En tout cas, c'est compatible UIKit. Et après, tu as RealityKit et ARKit qui viennent pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui sont d'ailleurs plutôt utilisés, les terminologies, c'est plutôt mode immersif, immersif mixte, semi-immersif, et ce genre de choses, parce que tu peux... Et finalement, c'est pas mal, plutôt que d'avoir des terminologies comme VR, XR, XR, MR, machin, Ouais, ouais. t'as quelque chose R partout. Là, au moins, c'est assez parlant. C'est en immersif, immersif adaptatif, semi éléments mixtes, donc là c'est des éléments 3D qui viennent s'intégrer dans ta réalité. Et après le mode fenêtre, fenêtre à plat, fenêtre horizontale avec des objets 3D. Bon, c'est plutôt c'est plutôt simple en fait à appréhender. Après, ça reste un SDK qui est très 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 jeune. Oui. J'ai des dizaines de feedbacks que j'ai envoyés à Apple et, toujours. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en tant que développeur senior, j'ai quand même l'expérience du iKit, j'ai quand même l'expérience des hacks à mettre en place. Et des hacks, j'en ai mis un paquet où parfois, si je ne sais pas faire le job, je fais appel à UIKit, où il faut compenser une faiblesse par une astuce. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que déjà, bon, t'as toujours quelque chose pour t'en sortir. Et après, faut dire ce qui est. Dans les labs, on a eu beaucoup d'aide des ingénieurs d'Apple qui ont même fait un suivi, tu vois. Et ça, c'est intéressant. C'est pas des gens qui viennent te vendre un truc en disant, bah, utilise notre outil, machin, et débrouille-toi. C'est vraiment, t'as vraiment une aide un peu personnalisée. Et du moment que tu joues le jeu, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, j'ai jamais été bloqué pour faire ce que je voulais. Et voilà, donc c'est plutôt une expérience assez riche et et avec avec mes clients, du coup, j'ai toujours su répondre à la demande. Et je pense que j'invite vraiment chacun à tester le SDK, à essayer de faire des choses sur VisionOS. Parce que même si c'est pas pour l'utiliser maintenant, c'est important de savoir à quoi ressemble le futur. Ouais. Moi, je me suis spécialisé à 100% là depuis juin en fait. Depuis juin, je fais quasiment que ça. Au début, j'étais en mission iOS, donc je faisais ça le soir et le week-end jusqu'à septembre. Et puis à partir de septembre, que ça, que ça, que ça, tout le temps, le week-end, la semaine, le soir. Tout. J'ai pas eu beaucoup de vacances pendant jusqu'à décembre, mais Ah, c'est le jeu, hein. Et t'es un peu junior, donc quand t'apprends, t'es obligé de faire un effort supplémentaire, et c'est ce que j'ai fait. ce que tu dis, c'est super intéressant. On est, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je disais que les seniors redeviendront juniors. C'était pour parler de SwiftUI justement, parce que en fait, ce qui est bien dans nos métiers, c'est que on apprend tout le temps. Notre expérience en tant que senior, vétéran, c'est que on sait un peu comment ça marche. Donc la courbe de progression, forcément, on va apprendre, on va pas perdre, enfin, c'est pas perdre du temps, mais on va optimiser le temps d'apprentissage. Tu vois, qui est différent de quelqu'un qui a jamais codé, qui connaît pas l'environnement iOS. Je dis ça parce que comme j'accompagne aussi des étudiants, tu vois, à apprendre à faire des applications, etc. Donc la démarche, c'est plus se dire en fait, on peut tout apprendre, on peut commencer à apprendre
avec Vision S, par exemple, ce qui est important, c'est de Ouais, savoir que tu dois connaître le langage, Swift, qu'est-ce que c'est Swift, après Swift UI, comment je crée des interfaces. Donc moi, je pense que on est tous juniors en fait au moment où on s'intéresse à nouveau framework ou une nouvelle techno. Et je pense que d'ici 6 mois, tu seras plus junior en Vision OS. En tout cas, je pense que tu l'es déjà plus, mais, euh, mais ouais, moi en c'est tout ça. cas, C'est, c'est, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, je dirais que la formule pour pas trop se planter, bon, là, je peux dire que je me suis pas planté vu que j'ai des applications qui sont arrivées, c'est le store dès le day one. Donc, ben voilà, objectif atteint. Et j'ai quelques applications en cours. Et j'ai envie de dire que pour pas trop se planter en tant que développeur quand tu vas aller vers ces nouvelles technos, c'est commencer par faire preuve de modestie et de se dire ok, je viens, j'apprends, je me mets dans le mindset comme si je savais rien. Et au pire tant mieux, tu sais tant mieux. Mais tu tu reprends les bases, tu fais preuve de modestie, toi et tu t'y mets et tu fais tous les efforts nécessaires et tu dis pas ben c'est le SDK qui marche pas ou quoi, non, c'est ouais, peut-être ouais. tout simplement toi qui a pas compris. C'est ça aussi parce que c'est toujours tentant de dire je réussis pas à faire quelque chose, ça doit venir du SDK, le SDK est en bêta, blabla. Je l'ai beaucoup C'est entendu. non, commence déjà par te remettre en cause, teste toutes tes possibilités, renseigne-toi auprès de la communauté et après tu fais un feedback à Apple en disant excusez-moi, est-ce qu'il y aurait pas j'ai testé ça, ça et ça, est-ce qu'il y aurait pas un bug chez vous ou est-ce que c'est vraiment moi qui ai tout cherché mais qui a rien compris. Et parfois, je peux le dire, hein, j'ai fait des feedbacks comme ça où on me disait ah t'as loupé cette info. Et après j'ai des feedbacks où on m'a dit ok on corrigera dans la prochaine version. Et, Ouais, t'as les deux, ouais. ouais c'est ça ouais t'as les deux et du coup bon c'est bien hein, ça permet c'est ça remet les choses dans leur contexte et du moment qu'on joue le jeu en fait ça se passe super bien mais c'est sûr que c'est des heures carrées parce qu'il y a des sujets ouais, il y a des trucs tout bêtes que je faisais avant sur SwiftUI. J'ai eu l'exemple, tiens, bah, je peux te donner l'exemple parce que c'est assez générique. L'exemple de chargement d'une image. Tu vois, charger une image en asynchrone, t'as Les Async async Image image. dans SwiftUI qui est assez classique. Je voulais l'utiliser dans une image de fond pour un truc. Et je commence d'abord avec une image statique que j'ai dans mon code et tout, ça fonctionne, je fais mes essais, c'est cool. Après, je commence à le charger en asynchrone et c'était dans un slider en fait. Donc un comment dire un système de carrousel type Apple TV on va dire avec les vidéos et tout là ou ce qu'on retrouve dans l'App Store ou quoi pour avoir des grosses vignettes qui font tout l'écran que tu défiles comme ça. Et là quand je suis passé dans ce système là sur des images chargées en asynchrone ça s'est mis à saccader mais un truc de dingue, Ah ouais, c'est-à-dire que ouais. tu avais une pause de pendant mon scroll de une seconde ou deux, toi c'était inutilisable. Alors en plus avec un Vision Pro c'est sûr tu vomis. Et parce que du coup là, ça te crée un vrai lag, un vrai motion sickness. Et du coup, bah, tu fais quoi? Tu prends un UIKit, tu te recodes un composant et puis basta quoi. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois. Et donc, je me suis recréé un composant de chargement asynchrone des données pour que j'ai ensuite intégré dans SwiftUI comme ça, à la main. Et du coup, quand tu fais ça, bah, tu sais que t'as perdu une journée quoi. T'as perdu une journée de dev. Et t'as Et appris. c'est pas mal de surprises comme ça. Aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir du coup tout un patrimoine de code qui me permet de pas me faire avoir. J'ai aussi ce réflexe de me dire, tiens, ça, je l'ai pas encore intégré. Je sais je sais pas combien de temps ça va me prendre. Ça, j'ai intégré. Je sais aussi combien de temps ça va me prendre pour l'intégrer. C'est vrai que ces 6 mois, c'était pas de trop. Enfin, les 6 mois temps plein, on va dire. C'était pas de trop pour vraiment s'immerger dans la technologie et connaître tes limites. Et aujourd'hui, bah aujourd'hui, en fait, je peux le vendre beaucoup plus sereinement. Et je dis merci à mes premiers clients qui m'ont fait confiance alors Ouais, que qui t'ont c'était fait tout nouveau. confiance. Et ouais, c'était bien, voilà. Et donc évidemment, évidemment, j'ai pas facturé à mes clients ma R&D, hein, ça c'est normal. Mais ils m'ont quand même fait confiance sur le fait de mettre en place quelque chose de si nouveau.
Et aujourd'hui, j'ai plusieurs expériences avec VisionOS. Et c'est vrai que maintenant, quand je vais voir un client, je lui dis, bon, bah, je vais pas dire ça, je pourrais le faire. Je dis ça, je l'ai déjà fait, en fait. Donc, tu vas en confiance. Et, euh, et comme tu disais, on n'est pas vrai, on est moyen à partir de maintenant. Et je pense que c'est là que les choses vont pouvoir se développer, qu'on va pouvoir commencer à aller voir les groupes un peu plus dubitatifs, qui attendaient de voir que l'appareil sorte et qui attendaient aussi que les développeurs montent en compétences. Et voilà quoi. Et du coup, c'est fait. Et je pense que ça va s'accélérer tranquillement. Et, je- à vue de nez, je dirais que d'ici 3 ans, on pourra commencer à envisager, d'ici 2, 3 ans, d'aller voir le grand public. Je dis 2, 3 ans parce que c'est à peu près ce qu'il a fallu pour que Oui, oui. l'iPhone commence à exploser, la Watch pareil, l'iPad pareil, et voilà. Boum. Et, et, D'où et, et, cette, juste, cette et, chronologie. et ça, bah, de toute façon, comme je le répétais, on est bien en 2024. Pour ceux qui écoutent cet épisode dans le futur, ben, ils vont me dire, oh, bah, ça y est, ça c'est déjà fait, ça. C'est du déjà vu, comme on dit. Mais ce que je te recommanderais en plus, Florent, déjà merci hein, pour tes retours ultra précieux. On n'est pas encore à la fin, hein, t'inquiète pas, on n'est pas encore à la fin. Mais dans l'épisode numéro 6, euh, j'ai, j'ai interviewé Neil Neville. En fait, c'est un petit jeune, il a 23 ans. Je pense que tu vas l'adorer. Il est à fond dans le métaverse, la 3D, et il a testé Vision Pro. Alors, tu vois, c'est une petite pépite. Et je lui avais dit que j'allais échanger avec toi d'ailleurs dans le podcast. Et ça serait super, super intéressant que tu vois. Et ce qui est cool, c'est que là, tu as le point de vue vraiment d'un junior. C'est pour ça que pourquoi je te posais la question, c'est que je pense que tout le monde, en fait, tout le monde, on peut commencer avec pas beaucoup d'expérience vraiment dans le développement, spécialement iOS. Mais par contre, quand tu as la curiosité, la motivation, en vrai, il y a pas de limite. Et ce qu'il a fait, alors, le résumé, il est dans son épisode, mais en gros, il a été repéré en fait par la formation de Meta, parce qu'à la base, il a fait une formation avec Meta, donc il est déjà super intéressé, tu vois, de faire la réalité augmentée avec Oculus. Et dans son alternance, la boîte avec qui il a fait son alternance, ils ont eu la chance de tester le Vision Pro. Et il en parle dans la vidéo et un peu comme toi, les retours sont assez unanimes sur l'expérience du Vision Pro. Et je pense que tu vas adorer son parcours et même échanger avec lui. Donc voilà, j'ai fait une petite page Ouais, de pub, carrément. Ouais, c'est avec plaisir. Ouais. l'épisode 6 et vraiment, vraiment, vraiment inspirant, vraiment, vraiment inspirant. Donc tu vois, ce qui est bien, en tout cas, c'est pour ça que j'ai fait aussi ce podcast, c'est raconter un peu ces histoires. Là, on parle du futur hein, dans l'épisode 6, hein, on parle vraiment de ça. Et je me dis qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose qui va être super, super, vraiment intéressant à faire. Alors après, il pouvait pas, pour d'autres raisons, parler du projet qu'il va rejoindre, parce qu'il va rejoindre un autre géant du luxe, mais que je vais pas nommer. C'est pas le même que le mien, mais vraiment qui sont curieux d'apporter ce nouveau type d'expérience. Et je pense, comme tu dis, c'est Vision Pro, c'est le début de quelque chose. Moi, j'ai hâte de le tester. D'ailleurs, est-ce que tu en as un d'ailleurs, Mm. un Pas Vision encore, Pro? pas encore. En fait, j'attendais un peu que tout le monde les fasse venir pour savoir quels ennuis on pouvait avoir à les faire venir. Et Bah, du il y coup, en j'ai a, un peu ils ont pas eu. l'embarras du choix maintenant. Maintenant, il faut que je me décide de la solution à prendre. Parce qu'il y en Et a, ça ils commence à l'ont devenir acheté. urgent parce que c'est... Ouais, il y en a, ils l'ont acheté. Après, je sais pas, on dit qu'il y a des Ouais, c'est frais de passé crème. douane ou il y a des choses comme ça, Mm. mais il y a quelques Français qui ont. Bon, là, on voit pas mal de vidéos hein, sur Instagram et tout, qui l'ont, quoi. Notamment Ouais, ouais, bah, là, je pense Jean-Baptiste que Bastien, je crois, qui fait des vidéos et tout. Mais, je pense que mais ça en va tout cas, venir dans pas longtemps. et d'ailleurs, bah, je sais que, bon, il y a plus de NDA, mais Apple communique pas sur les dates de sortie. Ils ont rien communiqué, je crois, pour le moment. En Non, en France, France, en non. Europe. Ouais. En Europe, de toute façon, après, c'est toujours un peu plus compliqué en Europe, hein, on le sait, de sortir un produit, donc mais On ça va, devrait pas tarder. on Peut-être va dire d'ici que 6 mois ou un an. les États-Unis, bon, on va dire le marché est un peu conquis parce que bon, ils sont, comme on dit, ils jouent à domicile. Il y a déjà un public qui est déjà acquis.
Donc, je pense pour eux, c'est très bien pour avoir déjà des feedbacks. Ils vont avoir énormément de feedback, je pense. Maintenant, je sais pas si, voilà, d'ici 2 ans, 3 ans, il y aura peut-être une nouvelle version du casque. En fait, on n'en sait rien avec Apple. C'est toujours la même chose. Je sais Ah, pas à c'est quoi ça, ouais. m'attendre. Après, honnêtement, je pense que même en interne, ils savent pas. Pour l'instant, tout le monde est dans une phase d'observation et ils savent ce qu'ils pourront proposer. Quand, comment, enfin, c'est pas des devins non plus, quoi. Et c'est déjà énorme. Déjà, fallait savoir si le Vision Pro allait fonctionner. Là, c'est plutôt bien parti. Maintenant, faut voir comment se décider. C'est ça Et, le truc, ouais. euh, et justement, par rapport ben, le futur, je pense, de toute façon, on s'y dirige. De toute façon, ça, il y a aucun souci. Tu sais, aujourd'hui, on peut porter facilement une application existante sur VisionOS. C'est-à-dire que moi, j'ai mon app sur le store là. Donc moi, j'ai une app de restaurant qui permet de trouver des restaurants sur une map. Euh, Est-ce qu'il y a des étapes, des extra steps pour pouvoir le faire ou c'est assez naturel? Alors, en fait, si tu veux porter ton application, donc, en fait, pour commencer, dans Xcode, tu vas cocher la case dans les plateformes VisionOS. Ouais, Et voilà, première étape. c'est tout en fait. Il y en a qu'une. Ah ouais, il y en a qu'une, d'accord, ok. J'ai la première étape, non, il y en a qu'une, ok. Merci, Voilà. bonne Et journée, au revoir. en fait, et si t'es sur SwiftUI, en fait, tu peux après optimiser vraiment. Si t'as déjà une application qui a un lifecycle de SwiftUI et tout ça, ton là, ça sera vraiment optimisé parce que aujourd'hui, toi, les applications compatibles, ça reste bien pété quand même, hein. C'est un fond opaque, ce qui est absolument pas recommandé d'avoir un fond opaque dans les UI. C'est pas dingue, c'est pas dingue, mais ça fonctionne, tu vois, ça fait le job. Les applications vraiment optimisées pour VisionOS avec du SwiftUI, là, ça déchire. Et là, toi, je travaille sur un convertisseur vidéo que je vais très certainement porter sur VisionOS. Pour l'instant, il est prévu sur macOS. Euh, En fait, ça convertit les vidéos. Si tu as des vidéos que tu avais fait pour Oculus ou quoi, ça les convertit avec plusieurs vidéos que tu programmes. Ça gère aussi les vidéos 360, 180 et tout. Donc c'est plutôt cool. Et je pense que ça pourrait fonctionner sur VisionOS. Et là, du coup, j'aurais pas grand-chose à faire parce que si tu pars de macOS, tu as une version un peu plus light pour iPadOS et t'as l'équivalent dans VisionOS. Le truc qui est euh, le truc qui est vraiment important dans VisionOS, c'est de bien penser au multifenêtre parce que ça, c'est un outil quand même qui est ultra puissant. Et une fois que tu as fait ça, c'est gagné en fait. Moi, tu vois, le cas d'usage que j'imagine bien sur VisionOS, par exemple, t'as ton chat GPT, tu lances plusieurs assistants en même temps, tu les mets autour de toi, et ils font le job. C'est quand même ultra cool, quoi. Ouais, j'essaie d'imaginer, mais je me dis, ça doit être complètement ouf. Au-delà Et des ça, expériences c'est avec, tu vois, avec FaceTime, par exemple, des expériences avec tes collègues ou en réunion de travail, en termes de productivité, je me dis, ça doit être vraiment ouf. Et il y a un truc que j'ai testé aussi, mais et d'ailleurs, je crois qu'on a été dans les premiers, j'ai fait partie des premiers à mettre en place sur VisionOS, c'est SharePlay. Mais SharePlay, pas SharePlay en vidéo, SharePlay pour des interactions, pour manipuler, en fait, ça permet de manipuler une interface à distance. C'est toi, plutôt que d'avoir un écran, souvent tu fais une visio, t'as un partage d'écran tout pété, qui est un peu flou. Là, du coup, tout le monde a le même logiciel, et tu manipules l'interface de tout le monde. Donc c'est net chez tout le monde met près ou loin en fonction de son besoin, et en plus, ça consomme zéro en mode passante, c'est chiffré de bout en bout, donc en entreprise c'est pas mal, et ça se met facilement en place, quoi. Et toi, SharePlay, c'est aussi une des technologies sous-cotées, Apple n'a pas trop communiqué Ouais, dessus, ouais, ouais. et les cas d'usage sont absolument tarés, quoi. Donc si toi si tu veux faire voir, admettons, on est tous les deux à la banque Rothschild, tu veux me montrer les dernières ventes de je sais pas quel stock, d'options, machin. Tu me dis, ah, tiens, tu vois là comment ça a évolué et tout.
Tu lances le logiciel, ça le lance chez moi. Tu sélectionnes un élément dans ton interface, ça le sélectionne chez moi. Et tout de suite, je vois de quoi tu me parles. Et moi, Ouais. je reprends la main et j'interagis directement sur ton logiciel. Y a pas de pixelisation, il y a rien de tout ça, c'est propre, net, précis, quoi. Et c'est en temps réel et c'est sécurisé. Et ça, c'est une des briques logicielles typiquement qui existe depuis un moment, mais qui a vraiment du sens dans VisionOS pour le coup. Parce que ce que va t'apporter VisionOS, c'est vraiment une interface avec un confort qui est très 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 personnel. Tout comme l'appareil en lui-même est ultra personnalisé, t'organises vraiment ton interface de manière tout à fait personnelle parce que t'as zéro contrainte. Tes fenêtres sont plus contraintes par les dimensions de l'écran. T'as zéro contrainte, quoi. C'est un peu comme si tes fenêtres étaient sorties de ton écran et tu les poses partout, quoi. Ouais, ça c'est vraiment, moi je trouve ça ouf comme expérience. Là, tu me donnes hâte là de le tester parce que chaque fois je pose des questions, les retours sont unanimes. Hein. Tu vois, là, je suis pas, là c'est pas le fanboy qui parle. Hein. Je suis pas en train de faire de la pub, mais vraiment ceux qui l'ont testé, ben, te diront tous la même chose. Après, il y a des pour, il y a des contre sur certains trucs, mais parce qu'on sait que voilà, c'est un nouveau produit et il faut s'habituer. Mais les retours, comme tu disais, on s'habitue assez vite si on est dans l'écosystème iOS en termes d'interface, en termes de prise en main. Et c'est vrai que naturellement, en fait, j'ai l'impression que l'expérience, elle est beaucoup plus naturelle que peut-être ce qu'on a jusqu'à maintenant. Parce que comme tu disais, là, il n'y a pas besoin spécialement, tu sais, c'est vraiment tes yeux et tes actions, quoi. L'image Ouais, que tu as donnée, le fait d'être branché à ton cerveau, je pense que c'est ça qui change complètement le paradigme de l'interface utilisateur. Tu sais, quand on parle d'IHM, l'IHM, ce n'est rien d'autre que ça, c'est l'interface homme-machine. Donc, ça ouais, passe par un clavier, ça passe par une souris, mais là, on rentre dans un autre truc encore. On est dans une autre expérience. Et je me dis que, tu vois, Minority Report, tous ces films-là sont peut-être c'était des projections du futur ou peut-être un rêve ou je sais pas. Mais pour moi, on y est déjà. On y est déjà. ouais. Je me demande, parce que tu vois, je voulais avoir ton avis sur ça, c'est l'ordinateur du futur, l'ordinateur de demain. Est-ce que tu penses que vraiment les ordinateurs type laptop classique, ça va tendre à disparaître ou ça restera complémentaire? Donc vraiment, ça, c'est un avis personnel. Je sais, je peux pas me prononcer, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi une autre problématique qui va rentrer en considération. Parce qu'on a tendance à opposer innovation technologie et environnement. Tu vois, aujourd'hui, il faut faire Ouais, attention à l'énergie. Bon, bien sûr, bien sûr. il fallait le faire avant, mais on s'en rend compte. Maintenant, je sais pas exactement combien consomme le Vision Pro, mais vu la taille de l'adaptateur, c'est pas grand-chose. Et c'est normal, parce que ce qui consomme le plus dans un appareil, c'est l'écran. Oui, Maintenant, imagine si demain, t'as plus de télé. Une télé, toi, une télé 4K de 50 pouces, tu tournes aux alentours de 100 watts quand même en conso. Tu prends un Mac avec un écran, tu vas être à 60-70 watts. Ça fait beaucoup de consommation d'énergie. Si tu commences à voir ça, déjà, t'as un appareil avec moins de composants, plus petit, qui remplace beaucoup d'écrans. Donc beaucoup d'énergie, et potentiellement dans des entreprises ou quoi, ça peut être quand même ultra puissant ouais, ouais. de réduire cette consommation d'énergie des écrans. Parce que là, on parle d'un écran. Je reprenais l'exemple de Bloomberg quand on a 8-9. T'imagines, un, le budget pour acheter des écrans, deux, le budget en consommation d'énergie. Sans parler de la productivité. Donc, je pense que, à terme, là, on est au début de quelque chose. Je sais pas à quoi ressemblera le futur, mais Apple a craqué un sujet. En termes de consommation d'énergie, de l'IoT, de la quantité de matière nécessaire pour les composants et tout, c'est pas mal quand même. C'est loin d'être parfait, mais c'est pas mal. Et il y a un premier jalon qui a été donné et c'est plutôt, on est plutôt en bonne voie, quoi. Sachant Donc voilà. ils, ils sont dans cette démarche, bon, comme beaucoup d'entreprises tech, de zéro carbone, c'est ça? Neutral carbone? Ouais, Sorry d'ici for my 2030. Ouais. English. Mais après, bon, je sais pas si c'est pas avec de la compensation, donc c'est ce qui du coup rend le truc un peu bullshit. Si c'est Il avec de la disait que c'est ouais, compensé avec, alors, dans des usines, je crois qu'ils utilisent 100% d'énergie solaire, mais que s'ils atteignent pas 100%, je crois qu'ils compensaient avec un autre truc. Oui.
Bon, c'est histoire de dire qu'on est propre. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même bien d'avoir cette Voilà, volonté, hein. Il y en a, ils sont pas dans cette volonté-là, spécialement de et- réduction des ouais, ressources, parce que tout ça, ça coûte à notre environnement et à nous, du coup. On détruit notre maison. aussi. Ouais, c'est ça. Et deuxième sujet aussi où Apple a fait vraiment quelque chose de bien, et c'est important d'insister dessus, c'est en termes d'accessibilité. Faut savoir que si je pousse le truc à l'extrême, tu peux être aveugle et tétraplégique et pouvoir utiliser le Vision Pro. Ah, mais ça, c'est... Si tu te rappelles, quand on s'était vu au Cocoette, j'avais posé une question d'ailleurs sur ça, sur le sujet de Ouais, l'accessibilité. Moi, c'est le game changer. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu vas permettre cette fois-ci, en termes d'expérience, immersive en plus, à des gens tétraplégiques, etc., de pouvoir, ouais, déjà j'en prends une gifle là en te disant ça, d'avoir une expérience mais incroyable. C'est-à-dire on va leur permettre de faire des choses qu'elles ne pouvaient pas faire jusqu'à aujourd'hui. Ça, je trouve ça complètement ouf en exactement. termes d'accessibilité. Exactement. Ouais, ouais, on réduit encore les frontières tu vois, c'est ce que j'appellerais d'informatique utile, en fait. On n'est pas censé, pour moi, l'innovation, c'est pas des gadgets supplémentaires, c'est des choses qu'on remplace, qu'on fait évoluer. Et pour moi, c'est comme ça que je vois le Vision Pro. C'est une évolution. Donc aujourd'hui, c'est réservé à une niche d'utilisateurs parce que ça répond pas à toutes les problématiques, il y a encore des contraintes, etc. Mais à terme, je pense que ça peut remplacer l'ordinateur. Ou au moins la majorité, tiens, un peu comme les iPads. On a beau dire les iPads ou même les iPhones. Combien l'utilisent pour remplacer ce qu'ils faisaient avant sur ordinateur? Ouais, c'est vrai. Exactement ça. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Steve Jobs quand il a présenté l'iPad, en disant que c'était un peu l'ordinateur du futur. C'est t'as pas besoin tu vois, avant tout le monde avait une camionnette aux États-Unis, puis on est arrivé avec la voiture de ville, et maintenant tout le monde a une voiture de ville, et on se Mm, rend mm. compte que les camionnettes c'était too much. Et l'ordinateur c'est la camionnette, et la voiture de ville c'est l'iPad, et la voiture électrique c'est le Vision Pro, toi. C'est... Enfin, je dis la voiture électrique, hein, d'un point de vue chronologique, mais tu vois l'idée. Et, euh, et je pense qu'on va arriver à ça d'ici quelques années. Ouais, le futur. Moi, pour moi, je pense qu'on y est, hein. Futur, on y est parce que quand on parlera, on pourra faire un sujet, hein, bien sûr, sur tu vois, les bénéfices liés à l'évolution des technologies, tu vois, comme Vision Pro, l'intelligence artificielle, etc. Je pense qu'il y a des nouveaux use cases qui vont arriver, comme ça arrivait avec l'arrivée de l'iPhone, hein. Tu sais, aujourd'hui, l'iPhone, il remplace, tu vois, quand on revient au début, on avait nos GPS, c'était des ventouses, hein, que tu mettais sur ton pare-brise, ou peut-être pour des anciens, je pense à mon père, il avait son plan, mais tu sais, dans la portière de la voiture, tu vois. Et là, on Ben a oui. tout à un seul endroit, tout, tout maintenant. Et, Ça fait télé, et ça fait tout, GPS. ben oui, Et mais demain, tout le monde a son smartphone. C'est pareil, quand Internet est arrivé, on trouvait ça, qu'est-ce que ça fait de plus que le Minitel? Et finalement, ceux qui étaient contre aujourd'hui peuvent plus s'en passer. Et l'iPhone, le téléphone portable, pareil. Rappelle-toi, comme on disait, bah, qu'est-ce qu'il a l'air d'un abruti, celui-là, à téléphoner dans la rue. ouais. Ouais, ben tout le monde le fait maintenant. Ouais, et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit. Et ça me fait penser à une petite anecdote, une image. Tu sais, on dit souvent, ouais, ben, on dit que le téléphone, ça a coupé certains liens, ça en a créé grâce aux réseaux sociaux, mais en même temps, ça a cassé peut-être certains liens. Dans le métro, tu sais, on voit souvent les gens, ils ont leur téléphone, il y a Ouais. plein de trucs, et personne ne se parle. Et il y a j'avais vu un post sur Twitter où il montrait que ben, c'est pas nouveau en vrai, parce que avant, ben, les gens, ils avaient leurs journaux dans le métro. Et chacun avait son journal. Et Oui, ils oui, montraient une oui. image. Et chacun avait son journal, Libération, Le Monde, bref, Figaro et tout. Et que c'est pas un phénomène nouveau. Mais du coup, peut-être plus exacerbé avec la technologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout. C'est un peu, tu vois, journal intime, c'est les news, c'est la banque.
c'est la télé, c'est les jeux, bref. Mais c'est cool, hein. C'est cool, hein, quand même. Et ouais, ouais. Mais Ouais, voilà, ouais, c'est une belle faut, aventure. Ouais. faut avancer. Et puis, je pense que, tu vois, moi, je suis de la génération 83. Donc, tu vois, j'ai 40 ans et j'ai eu la chance de voir un peu la transition de cette époque et surtout l'accélération, l'arrivée d'Internet. Tu sais, quand moi, je suis à l'époque de la Game Boy, tu sais, avec deux boutons, tu vois, Ah, ben, avec je un vois bien, bouton je suis Start Select. 84, donc tu vois, c'est. Ouais, bon, tu vois. Donc, tu vois, pour te dire que, et on a vu beaucoup de choses évoluer. Et, et je trouve que c'est bien d'avoir cette expérience parce que ça permet à la fois, je dis pas qu'on est trop vieux, hein, mais je dis on a suffisamment d'expérience pour pouvoir raconter certaines histoires et aussi ben se dire ok, d'accord, j'ai compris. Je comprends où on en est aujourd'hui et là où on va. Et je pense que c'est vraiment encore que le début. En tout cas, pour moi, je pense on est en train de passer une nouvelle ère technologique qui va amener des nouveaux usages. Je pense qu'ils vont être bien. Peut-être des dérives, ça on verra, ça je sais pas, mais en tout cas pour moi Il y en c'est a vraiment toujours. cool quoi. Mm. C'est cool en tout cas de participer à cette communauté. Et alors on arrive doucement hein, vers la fin du podcast. Super intéressant en tout cas comme expérience. Tu sais moi je suis allé à ma première WDC c'était en 2014. Je les avais enchaînés. Hein. J'ai fait 2014, 2015, 2016, 2017. L'Apple Park était encore en cours de construction. 2019 qui était la dernière, c'était Swift UI. Tu y étais en 2019? Parce que je sais moi je Ouais. pense qu'on s'est croisés, c'est sûr qu'on a dû se Oui, oui, croiser. si, si, on s'est croisés en 2019. Ouais. C'est sûr. Et Swift UI, c'est juste, moi je voulais avoir déjà ton avis sur la technologie. Moi j'ai pris une gifle, hein, Ouais, comme beaucoup. c'était ouf. Mais comment toi Pardon, tu t'as dis? vécu ça? Moi j'ai pris une gifle, elle était incroyable. Mais comment toi t'as vécu ça? Ouais, vraiment Flo le développeur. Ouais, bah, en fait, si tu veux, moi, ce qui a été absolument la grosse claque pour moi, en fait, c'était, euh, on avait déjà des choses. Hein, tu te rappelles, t'avais RX et tout ça qui Ouais, commençait à émerger, ouais. et c'est Programmation vrai que réactive. ça donnait vraiment envie, quoi. Mais Combine, Apple n'était pas combine. là-dedans, et Apple a fait les choses à sa manière, hein, comme et c'est là où c'est absolument génial, c'est que on est arrivé, on nous a dit bon, il y a un nouveau truc, mais comme d'hab, c'est complètement nouveau. C'est donc tu te dis ok, ça va tout péter, mais en fait non, c'est Apple, donc ça pète rien, et donc c'est compatible avec UIKit, et t'es sauf en fait, ouais, t'as la vie sauve, et et donc c'est t'as la vie sauve un peu comme mon Mac à l'instant parce que je viens de faire une petite manipulation de parlant parce que j'avais plus de batterie. Petite information pour ceux qui développent sur des jeunes OS, ne laissez pas tourner le simulateur. Ah oui. Et voilà, donc on vient d'éviter une catastrophe en live. Et pour en revenir à SwiftUI, ouais, donc en fait, le fait de te dire qu'on avait UIKit en renfort, tu te dis, ben, je peux y aller parce que j'ai quand même ce filet de sécurité. Et après, quand j'ai vu à quel point en fait c'était intégré à Swift et que le langage Swift évoluait en même temps que Oui, SwiftUI, oui. mais le truc de dingue, de dingue. Et ça a vraiment tout changé, quoi. Et c'est là que tu te dis qu'Apple a vraiment du talent et un génie à ça. C'est fou parce que, tu sais, au-delà alors Swift UI, moi j'étais c'était 2014, c'était ma première fois, t'imagines, c'était l'annonce de Swift. Déjà, Swift, j'ai dit, vous êtes des fous, vous avez fait votre propre langage. Toi, déjà, tu te manges une gifle Ouais. gigantesque hein, quand tu connais le monde de l'Objective-C. 2019, Swift UI. Bah maintenant, voilà, on a fait une nouvelle façon de faire les interfaces, beaucoup plus de façon déclarative, beaucoup plus facile, quelques lignes de code pour faire une liste. Hein. Tu sais, en UIKit, quand tu dois faire une liste simple hein, avec des éléments, tu as beaucoup d'éléments à mettre, tu sais, les delegates, les data sources.
Et là, en quelques lignes de code, tu peux faire des listes très simples, très rapidement. Et en plus de ça, c'est que tu avais toute la puissance qu'il y avait derrière, parce que tu avais Combine, tu avais le Swift Concurrency. Est-ce qu'il avait, c'était 2019 aussi, ou c'est arrivé après Non, c'est Concurrency, arrivé non, c'était après. venu après. Ça arrivait après. Ouais. Ça arrivait C'est arrivé après, après pas longtemps après, mais et c'est ça marche bien arrivé. ensemble, hein. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est comme des petites briques, des Lego. D'abord, on vous met SwiftUI. En plus, vous pouvez aller plus loin. Puis après, on vous met ça, et puis on met ça, et puis SwiftUI qui monte en puissance, parce qu'au début, ben, tu sais, comme beaucoup, voilà, on a envie tout de suite d'imiter ce qu'on faisait déjà avec UIKit, ce qui est tout à fait normal, hein, t'imagines, c'est le framework historique. Donc forcément, on se dit, ah ouais, mais SwiftUI, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Et aujourd'hui, on peut faire trop de choses, mais différemment après, tu vois, parce que Vision S, c'est un OS, on est bien d'accord, hein. Vision S, c'est son propre OS, on a iOS à côté, iPadOS, etc., etc. Mais ce qu'Apple nous a réservé, pour ce qui va arriver, on a du boulot pour 10-20 ans. Oh là, on m'avait Ouais, dit, oui, carrément. on m'avait dit que ouais, parce que tu sais, quand tu parlais de l'expérience avec Nokia, j'avais rencontré un responsable de Nokia à l'époque, parce que j'avais fait un petit peu de Qt quand t'en parles, et il me disait ouais, de toute façon, Ouais. iOS, dans 2 ans, c'est mort. Et je dis, ouais, t'en es vraiment sûr? Parce que moi, je pense que t'as vu les possibilités qu'on va pouvoir faire et tout. Il m'avait dit de laisser tomber iOS. Bah, aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles Ah de ben, lui. ouais, ben voilà. J'ai plus de nouvelles. Silence radio. Je t'explique pas le Non. nombre de fois où le nombre de fois où où on me l'a dit au début, mais que t'es complètement fou, personne n'achètera un téléphone à 500 euros. Bah ouais, ouais. Ouais, bah. Ça, il y Mais, en a toujours pour te dire ça. Maintenant, disons que maintenant avec l'expérience, bah tu sais d'avance que ça va pas le faire, quoi. non, c'est clair, Enfin, c'est ça va pas clair. le faire. Ça va le faire pour toi, mais c'est pas c'est pas comme le prédisent Non, ces gens et qui puis, sont un peu et puis avec, négatifs. et avec le temps, voilà. Avec le temps, en fait, il faut juste, faut se mettre, tu vois, je pense qu'Apple travaille aussi comme ça. Tu sais, il y a toujours un persona idéal. Euh, L'idée, je connais pas les stratégies marketing d'Apple. Je sais juste que quand ils ont l'ambition de leurs moyens, quand ils veulent annoncer quelque chose, ils vont le faire et ils communiqueront quand ils le devront. Mais, mais ce que je vois, alors je sais que beaucoup me poseront sûrement des questions, peut-être après avoir vu cet épisode-là. Voilà, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu penses qu'il faut que je l'achète? Moi, je saurais pas répondre à la question personnellement pour chaque personne. Hmm. D'abord, il faudrait essayer et ensuite de voir, parce que tu sais, ce que je regrette un peu en tant que développeur, c'est que souvent, tu vois, c'est pas de la faute des développeurs. Mon message, il est pas pour les développeurs. Mais tu parlais de technologie, tu sais, on a une pépite de technologie, et malheureusement, je me dis peut-être qu'on n'a pas assez de use case, tu vois. Parce que, tu sais, moi, j'étais un Ah peu ouais. frustré. J'ai bossé pour plein de clients, etc., mais on n'allait jamais assez loin. C'est-à-dire que, tu sais, on avait toujours ce choc entre une conférence Apple où tu as des annonces dans tous les sens et la réalité de ton quotidien, tu vois, en tant que développeur chez ton client. Parce que soit on te dit que c'est pas dans la Ouais. roadmap, soit c'est pas pour tout de suite, etc. Moi, j'ai accumulé une forme de frustration, tu vois, avec le temps. Et je voulais savoir, est-ce que ça, c'est un sentiment que toi, t'as déjà perçu aussi en tant que développeur avant Vision S, parce que Vision S, c'est nouveau. Mais Ouais. est-ce que ça te parle, ça? Ouais, mais en fait, ouais. Bah, en fait, VisionOS, ouais, l'avantage de VisionOS, c'est que du coup, tu es obligé d'avoir la nouveauté technologique pour y aller. Après, après, évidemment, c'est ce qu'on a connu au tout début de l'iPhone. Au tout début de l'iPhone, personne voulait y aller, c'était hyper prudent. Hum. Euh, des, des projets où on essayait de mettre ce qu'on voyait sur desktop dans le téléphone et ben non, mec, ça marche pas, toi. Enfin, c'est pas fait pour ça et t'es obligé de refaire une éducation un peu de tes clients là-dessus. Et pour moi, aujourd'hui, en fait, on est là-dedans. On est exactement comme au début de l'iPhone. C'est-à-dire qu'avec l'iPhone, il fallait que, que non, tu vas pas pouvoir faire comme avec un ordinateur, mais tu vas faire des choses différentes, qui seront tout aussi efficaces. Tu vas pas pouvoir gérer, admettons, si tous tes clients, tu vas pas avoir toute ta liste de tes clients avec tout le détail des informations de tes clients comme sur un écran d'ordinateur. Par contre,
Quand tu seras sur place, tu auras accès immédiatement à l'information. Et le fait d'avoir accès à l'information sur place, ça va te changer la vie. Ce à quoi on te répondait, oui, enfin, si je veux l'information sur place, j'appelle ma secrétaire. Ouais, ouais. Et c'est toujours compliqué d'amener les gens à se projeter. Aujourd'hui, on est tous éduqués au smartphone, à l'iPhone, etc. Maintenant, avec le Vision Pro, on va dire, t'auras pas comme sur un Mac ou quoi, t'auras pas les mêmes choses. Mais il y a des choses que tu feras différemment parce que beaucoup plus efficaces du fait de manipulation au regard et ainsi de suite, qui fait que le logiciel est beaucoup plus. Et aujourd'hui, je me heurte encore à ce truc où, ouais, mais finalement, qu'est-ce que je fais que je faisais pas avant? C'est pas que tu le fais pas, c'est pas que tu le fais plus, c'est que tu le fais différemment. Ouais, ouais. Et, euh, et en plus, comme pour l'iPhone, on n'a pas encore tous les outils, à la fois logiciels et peut-être pas toutes les capacités matérielles de la version 2, de la version 3 et ainsi de suite. Donc déjà, je pense que Vision OS 2 va apporter des choses, Vision OS 3 aussi, tout ça avec le matériel qu'on a aujourd'hui. Et après, l'évolution matérielle va apporter d'autres choses. Après, on a la chance d'être ceux qui travaillent aujourd'hui déjà sur Vision OS. On a la chance d'être pionniers. On a la chance de pouvoir le faire. Après, je dis pas que c'est facile, hein, de trouver des clients et tout ça qui veulent aller dessus. Mais il faut prendre son mal en patience et on avance. Et si on n'a pas capacité à tout de suite trouver des projets ou des clients, parce que rien n'empêche aussi de faire un projet perso dessus, Ouais. on peut déjà imaginer ce qu'on pourra faire demain, commencer à travailler dessus. Si admettons on travaille aujourd'hui à temps plein sur iOS, rien n'empêche de travailler le soir, le week-end sur un side project en Vision OS, parce que de toute manière, c'est globalement la même technologie, juste avec un paradigme différent. C'est ça. C'est exactement Donc ça. c'est jouable en fait. Et Non, moi, j'invite c'est. vraiment les développeurs à s'y mettre à ça, quoi. Ben, moi, je vais Parce m'y que mettre. faut, faut pas aller, ouais, Moi, je vais. faut pas prendre le wagon en marche, le train en marche. Déjà, C'est ça. je me tâtais, bien sûr, avant l'interview, parce que c'est vrai que le projet de podcast, il m'a pris un peu de temps là ces derniers temps, donc j'ai Ouais, pas pu faire de veille, mais je ferai comme je t'en parlais en privé, un petit tuto, mais un peu, tu vois, initiation, tu vois, j'essaie de trouver, tu vois, si t'as une petite idée de sujet, tu vois, qui serait intéressante, tu sais, pour pouvoir mettre les mains dedans. L'idée, ben, c'est de sur apprendre SwiftUI, ben, vu Vision OS pour développer dessus, ben, ça sera sur cette techno, donc je me dis que ça peut être bien, faire une pierre deux coups. Donc, ben, à ce moment-là, je te tiens au courant, voilà. Comme ça, carrément. j'essaierai de proposer aussi des lives, des petits lives, tu vois, un peu de présentation. Par exemple, si tu as un sujet, par exemple, que tu veux présenter, voilà, sur lequel les gens peuvent poser aussi des questions, ça peut être super intéressant parce que moi, je reçois beaucoup de messages en privé et ça peut être super intéressant. En tout cas, de partager ça. Alors, pour le mot de la fin, Florent, déjà encore merci. Merci pour ta disponibilité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Bah écoute, déjà merci pour ton accueil. J'ai passé un chouette moment avec toi et j'espère que ceux qui ont écouté ont aussi passé un chouette moment et que notre enthousiasme a été communicatif. Pour 2024, bah, tout ce qu'il y a à me souhaiter, des clients, des applications qui fonctionnent sur le store et voilà quoi, et qu'on puisse avancer à fond sur Vision OS et très probablement l'intelligence artificielle. Et ça nous fera beaucoup de boulot. Waouh, je me dis que il va y avoir tellement de sujets, il va y avoir tellement de sujets que. Mais franchement, tu sais quoi? Tu me donnes une idée. Je pense que ça peut être intéressant. Je vais essayer de trouver pas une idée d'émission, une autre émission, parce que l'Apicas vraiment, il est vraiment dédié à apprendre à connaître et devoir partager des expériences inspirantes. Mais je pense qu'il va falloir que je réfléchisse à quelque chose pour parler de sujets, par exemple autour d'une thématique précise, tu vois, avec Ouais, soit plusieurs développeurs, tu vois, ou des personnes qui sont intéressées. C'est un petit peu en mode plateau. Et tu me donnes une petite idée. Du boulot, j'en ai déjà beaucoup, mais là, tu me chauffes. Ah ouais, tu me chauffes parce que l'IA,
j'ai des amis à moi. Alors, on n'est pas obligé de venir de l'écosystème iOS. Hein. J'ai des amis à moi Ouais, il y en a qui ont arrêté iOS pour se mettre à fond dessus aussi. Donc ça peut être intéressant aussi de voir un peu le switch. Mais ça, c'est vraiment un sujet qui me ferait plaisir aussi d'aborder. Donc, je te mets dans mes petits papiers, si ça te dérange pas. ça marche. Et Avec et grand voilà. plaisir. Et ben c'est cool. En tout cas, ben je vous remercie. En tout cas, d'avoir écouté l'épisode. Tu vois, on est presque à 2 heures d'épisode. Alors, petit message. C'est vrai qu'on m'a dit, ouais, mais j'ai vu tes épisodes sont trop longs. C'est un peu long. Ben, tu sais, Flo, je vais te donner un secret. C'est que moi, on m'a dit, Michael, tu parles trop. Tu parles trop. Voilà. Je sais pas si c'est chiant hein, de m'écouter. Mais je me suis dit, si ça doit être un défaut, alors je vais transformer ce défaut en podcast. Et là, on va parler et on va prendre le temps. Pourquoi? Parce qu'on fait que courir. Hein. Tu sais, on court, on consomme l'info, on prend pas le temps. Eh ben, j'offre cette possibilité, c'est de prendre le temps. Et c'est dans l'Appicast, c'est sur Spotify, c'est sur YouTube et sur Apple Podcast. En tout cas, merci à toi, Florent. Merci à toi Merci, Mickaël. et on se tient au courant pour la suite. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Vous pouvez te suivre, hein, bien sûr, sur YouTube, hein, Apple Podcast et Spotify. Et on se dit à très vite pour le prochain épisode. Merci à tous.